Donc, bonjour tout le monde, enfin bonsoir tout le monde. Grand plaisir de pouvoir vous retrouver. Donc, j'enregistre le live. Il sera disponible sur Meet Tennis et sur Tenet. Donc, ceux qui ne veulent pas être visibles, je vous invite du coup à couper la caméra, sinon vous le saurez. Comme la plupart des lives qui sont faits sur mon espace ancien tennis, de toute façon. Et c'est avec grand plaisir aussi qu'on fait ce premier live en coopération, ou en tout cas en collaboration, en partenariat, tout ce que vous voulez, avec Tenet. Yannick Ferré est là pour représenter Tenet et moi-même, du coup. Et notre troisième associé viendra, Sylvain, normalement dans la soirée. Et on a le plaisir d'accueillir Ingrid, qui va nous accompagner toute la soirée, qui prend du temps pour venir nous parler un petit peu de sophrologie, un petit peu beaucoup même. Et je pense que ça va être un moment très riche. Et je suis vraiment, vraiment ravi qu'on reprenne ce chemin des lives. Un jour férié, un soir, mais en tout cas, je pense que ça va être vraiment sympa. Donc Yannick, si tu veux introduire un petit peu, parler un peu de tennis rapidement pour ceux qui n'auraient pas vu, et ou en tout cas ceux qui ne connaîtraient pas, et après je laisserai Ingrid se présenter et commencer ce qu'elle Ok. a à nous partager. Bon, ben, bonsoir à tous. Tenets en deux mots, comme ça on va pas prendre trop de temps là avant ce début de conférence qui va être top. En deux mots, une application à la fois pour les enseignants et les dirigeants pour vous former en continu et vraiment avec cette notion de en continu à tous les aspects du développement de club, marketing, communication, etc. Dans un esprit de partage d'expérience, de brainstorming, avec du contenu de formation, comme on est en train de faire ce soir. Vous allez retrouver sur l'agenda partagé des formations régulièrement, avec beaucoup de contenu aussi vidéo partagée, etc. Le but étant de vous aider sur les aspects marketing, communication, développement de club, financement, etc. Et surtout qu'on puisse partager nos expériences respectives et faire progresser nos clubs et se parler et échanger même quand on est aux quatre coins de la France. Donc voilà, je fais très court. Si vous n'avez pas téléchargé l'application, et donc là, Anthony vient de mettre le lien du site web. Il n'y a pas le HTTPS, mais je pense que ça Ça devrait passe quand fonctionner même. quand même. Ouais, ça passe quand même. Il vient de vous mettre l'adresse du site internet. Je vous mettrai peut-être au cours de la réunion de ce soir le lien de téléchargement. En tout cas, c'est disponible sur les deux stores, sur Android et sur l'App Store. C'est un projet en partenariat avec Meet Tennis, puisqu'on est tous les deux sur Meet, sur Tenets. Et donc voilà, ben, je vous invite à, si vous ne l'avez pas déjà téléchargé, à venir et surtout à partager et à échanger sur nos brainstorming. Et puis surtout à vous inscrire à toutes nos prochaines sessions de formation et de réflexion. Voilà. Ouais, justement pour ceux qui veulent approfondir la découverte de Tenet, donc évidemment, vous pouvez la télécharger, elle est gratuite. Et on a tourné ensemble avec Yannick, justement, sur le site, sur Meet Tennis, vous avez pu le voir passer pour ceux qui sont sur l'application, les vidéos de présentation de cette application-là, qui, je pense, est complémentaire et presque indispensable pour les enseignants et dirigeants de tennis au jour d'aujourd'hui. Que ce soit Meet Tennis ou Meet Tenet, les deux ensemble, vous devez les avoir, je pense, sur l'application, sur votre mobile pour pouvoir continuer à vous former et vous informer, entre guillemets, pour ceux qui ne se forment pas dans les formations, mais pour vous informer des choses à savoir. Là, j'ai encore tourné il y a quelques jours là, une interview avec un prof qui était parti aux États-Unis, qui nous a partagé des trucs top et qui vont sortir dans les semaines à venir. On va encore se régaler sur la partie francophonie. Donc, on a parlé, on s'est présenté. Maintenant, on va laisser place et la parole à Ingrid qui va nous accompagner toute la soirée. Donc, Ingrid, je te laisse te présenter. Merci Anthony. Tout d'abord, bonsoir à tous et à toutes. Merci de m'avoir invité sur cette plateforme en ligne. Je suis vraiment ravie d'avoir la possibilité de pouvoir parler de la sophrologie qui me tient beaucoup à cœur. Donc, alors j'aimerais dans un premier temps vous expliquer la méthode dans sa globalité pour mieux la comprendre et aussi pour mieux rentrer dans la matière. Et ensuite, nous abordons la sophrologie dans le sport et notamment dans le tennis, parce qu'on est là pour ça ce soir. Donc, avant de rentrer dans le sujet, une courte présentation. Donc, je m'appelle Ingrid. J'habite en France depuis 1994. Ça fait une baille déjà. Dans les Alpes-Maritimes. Donc, voilà, j'ai quitté mon pays natal qui est les Pays-Bas. Pour vous dire que la vie n'est pas linéaire et la mienne non plus.
Donc, moi, j'ai travaillé pendant très, très longtemps dans les entreprises, dans des postes différents. Et il y a 2 ans, j'ai choisi, par le cours de la vie, de changer le cap. Et donc, je suis amenée en fait à poser des inspirations profondes, je dirais, et c'est avoir accompagné les personnes dans leur cheminement et mettre à profit aussi mon propre vécu depuis. Donc, naturellement, je me suis tournée vers la sophrologie. Je me suis formée à l'école de sophrologie à Antibes. C'est une formation sérieuse et en présentiel qui était très importante pour moi pendant presque 2 ans. Donc, ça veut dire que c'est une formation qui était solide. Donc, maintenant, je suis en pleine activité. J'ai créé ma société qui s'appelle Body and Mind. Je reçois en cabinet, je me déplace dans les diverses structures et en cas de demande, bien évidemment, j'accompagne aussi par visioconférence. Je pense que ça, c'est un outil très, très important. On en a parlé un peu offline, mais c'est vraiment le futur pour nous tous. Donc, dans un premier temps, je vais me spécialiser dans le sport qui me tient beaucoup à cœur, les enfants et les ados, donc accompagnement à l'école, collège, lycée, prépa pour le bac, pour le brevet. Et ensuite, bien sûr, toute demande qui me parvienne, ça va être accueilli avec les bras ouverts. Donc, voilà qui je suis en cours. Donc, je te laisse rentrer dans le vif du sujet parce que je pense que tout le monde a envie de savoir comment il Désolé, j'avais mon micro coupé, Anto. Pas grave. Ouais, bah allons-y, rentrons dans le vif alors. Voilà. Alors la sophro, on en entend juste un petit mot là avant de continuer. C'est vrai que la sophrologie, on l'aborde nous, moi je l'ai abordé pendant des années à la formation au diplôme d'État, de manière sans rentrer trop en profondeur dans le vif de exactement ce que c'est. On l'aborde généralement quand on aborde les questions de préparation mentale avec les différentes techniques. Alors, ça va de... en fait, le mental, pour nous, c'est quand même encore un mot un peu valise, tu vois, où on met un peu beaucoup de choses dedans. D'ailleurs, c'est très difficile de se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est le mental et derrière, quelles sont les différentes techniques pour développer ça. Et généralement, donc on entend beaucoup parler de PNL, de sophro, de respiration, de plein de choses. Et je pense que là, c'est vraiment très intéressant d'avoir un regard pour savoir exactement qu'est-ce que c'est que la sophrologie et comment ça peut aider les profs. Donc moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots la sophro? C'est quoi? Oui. Alors, on va essayer de faire ça. Alors, je te rejoins. Beaucoup de personnes ont déjà entendu parler de la sophrologie. Et effectivement, elle est souvent présentée comme une méthode de relaxation avec les techniques de respiration et de méditation. Et on en arrête là. Alors, ces méthodes comme ça existent bien évidemment. On en trouve plein sur le net. Il y a du vrai aussi dans cette description. Ça, c'est un fait. Mais en même temps, on lui fait du tort, à mon sens. C'est une méthode qui est beaucoup, beaucoup plus que ça, qui est beaucoup plus profonde. Donc, en pratiquant régulièrement, et j'insiste un peu sur régulièrement, je reviens sur ça plus tard aussi dans la soirée, la sophro, elle nous donne accès à notre conscience. C'est ça, en fait, la grande différence. Elle donne accès à nos potentiels, qu'on ignore parfois, à nos capacités. On peut douter à nos capacités. Et à trouver un équilibre entre le corps, le mental, les émotions, mais aussi les valeurs fondamentales qu'on porte tous en nous. Et là, c'est pareil, on les nie par moments aussi. Donc, c'est une science de la conscience qui regroupe des différentes techniques, donc notamment les techniques respiratoires, les techniques aussi d'activation corporelle, je reviens sur ça tout à l'heure aussi, de concentration, très important pour le tennis, et puis la visualisation mentale. Ça, c'est beaucoup, beaucoup utilisé dans le sport en général, dans la vie de tous les jours aussi, pour la prépa, pour beaucoup de choses, et dans le tennis. Je peux me permettre une toute petite seconde. C'est vrai que ça, c'est des mots, tu vois, que dans le tennis, on entend beaucoup et qui parlent, je pense, à pas mal d'entre nous. Il y a des mots-clés comme ça, respiration, visualisation. C'est des choses que je vous invite en fait tous à prendre des notes par rapport à ça et à rebondir et à creuser parce que on va laisser parler Ingrid pendant un petit moment au début.
pour nous éclairer. Et puis après, ce sera vraiment sous forme, et ce sera sans doute la partie peut-être la plus riche. Ça sera sous forme de questions-réponses et puis de pratiques terrain. Donc n'hésitez pas à prendre des notes, voire à mettre des questions dans le chat par rapport à ce qui est dit maintenant, qu'on puisse avec Anthony rebondir tout à l'heure dessus. Hein. Parce que je pense que sur les aspects voilà, visualisation, moi c'est des mots de suite qui me font tic parce que c'est des trucs qu'on entend régulièrement parler. Je pense que ça serait intéressant d'échanger là-dessus. Ouais, désolé Ingrid. Non, non, je t'en prie, c'est bien comme ça. Alors, je vous fais juste une toute petite histoire, la sophro, comment on a venu en fait à cette technique-là. Donc, la conception a vu le jour dans les années 60, donc c'est pas récent. Et elle a été mise en place par un neuropsychiatre qui a fait un constat très important. Et là, je reviens sur la conscience parce que lui, par rapport à toutes les méthodes existantes qui étaient sur le terrain dans les années 60, il a vu que la rupture avec la conscience était complètement absente dans les thérapies. Et donc, c'est à travers des nombreux voyages que Caicedo, comme il s'appelle, hein, ce fameux monsieur, a su faire. Il a fait une synthèse, en fait, entre les techniques orientales. Donc, là, on retrouve, par exemple, le yoga, le bouddhisme tibétain, du zen japonais, mais aussi des courants occidentaux. Donc là, je parle de l'hypnose, de la philosophie ou même de la psychologie. Donc, il a choisi les méthodes qui sont le moins inductives possible, point très important en sophrologie. Et il a fait ça pour essayer de laisser la personne complètement autonome par rapport à ses propres sensations et son rapport à son chemin. Donc, ça veut dire que la personne qui pratique la sophrologie découvre ses propres sensations. Il n'a pas quelqu'un en face qui lui dire quoi sentir. Donc ça, pour la petite histoire, la conscience, ça revient à chaque fois dans la sophrologie. En fait, tout tourne autour. Voilà. Alors, je réponds à une petite question dans le chat, parce que les personnes me demandent déjà si tu es ma maman. Alors non, ce n'est pas ma maman. Ah, on prend ça pour un compliment, Yannick. Mais bien sûr que, bien sûr. On est de la famille, mais pas aussi. On est de la famille, un peu éloigné, mais de la même famille, effectivement. On porte le même nom, déjà. Ok. Bon, on va encore. Alors moi, c'est comme je vous disais, il y a des mots-clés déjà que je me note là. Mais c'est intéressant. Je connaissais pas, tu vois, cette histoire de la sophro et des différentes en fait inspirations et en fait elle vient c'est un mix en fait de plein de choses, de plein d'influences différentes en fait. Et c'est quelque chose de très ancien parce que si tu me parles de philosophie et de ça, oui. l'influence elle remonte à l'Antiquité quoi. Absolument. Donc, en fait c'est dingue, je savais pas. Je croyais que c'était beaucoup plus récent que ça. Oui, oui. Oui. Bon, si on va peut-être continuer et essayer de rentrer un peu plus encore dans le détail. N'hésitez pas. Alors, je laisse le soin à Anthony d'animer aussi les questions du chat. Si jamais, Anto, t'hésites pas à rebondir, hein, même dès maintenant. Hein. Moi, je pense qu'on va laisser l'honneur. Je pense que c'est toujours important d'avoir un temps d'écoute. C'est comme avec nos élèves. Il ne faut pas passer des heures à expliquer quand même. Mais quand on ne connaît pas le sujet, en l'occurrence, ça c'est bien, c'est important de connaître, de savoir de quoi on parle, parce que s'il faut, on a peut-être déjà des questions qui vont être répondues dans ce qu'elle va dire. Donc ça évite qu'elle fasse le doublon. Allez, ok. On va creuser. Ok. Allez, c'est parti. Donc, je continue à expliquer un peu à quoi consiste la sophro. Donc, pour commencer, la sophro, elle est basée sur 4 principes. Et ça, c'est des principes qui sont très importants. Donc, le premier, c'est ce qu'on appelle un schéma corporel comme réalité vécue. C'est une très belle phrase, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, ça veut dire que c'est une reconnexion avec notre corps. Ça, c'est très important, avec les différentes parties de notre corps. Et ça, on va retrouver ça dans les séances que je pratique avec les sophro-pratiquants. C'est une reconnexion avec leur position dans l'espace, par exemple, qui permet aussi d'améliorer des gestes techniques. Donc là, on rentre dans la prépa pour un tennisman. Aussi pour la posture. Et ça peut même préserver les articulations. Donc ça, c'est un principe
important. Deuxième principe, c'est l'action positive. Donc, en sophrologie, en cours, on souligne à chaque fois la positivité. Ça veut dire qu'on l'active au plus profond de nous. Et on nie pas, bien évidemment, que le négatif existe, hein, ça c'est un fait, mais on ne va pas renforcer le négatif. Ça, c'est une grande différence avec d'autres thérapies sur le marché, c'est la positivité qu'on renforce. Troisième principe, c'est la réalité objective. Ça veut dire être efficace, concret, pratique, et tout doit être réalisable. Donc, en sport, il faut toujours être relié au vécu en situation sur le terrain. Si moi, dans une séance, par exemple, je vous propose des techniques qui n'ont rien à faire avec le tennis, ça peut marcher, mais pas très bien. Donc, on s'adapte toujours à la situation réelle qu'on a devant nous. Et le quatrième principe, et pas le moindre, c'est l'adaptabilité. Ça veut dire que d'un côté, on a des sophrologues qui s'adaptent au terrain et qui s'adaptent à la réalité des joueurs, à la réalité des résultats et les demandes qu'il reçoit. Le sophro-pratiquant, de l'autre côté, il apprend que, par exemple, une mauvaise performance peut être envisagée aussi comme une source d'apprentissage. Donc là, à nouveau, on enlève ce côté négatif. Je perds le match, ce n'est pas forcément négatif. Il y a toujours quelque chose de positif à en tirer de cette situation-là. Donc, l'adaptabilité, ça permet à nous tous, hein, qu'on est sportif ou pas sportif, de vivre positivement les changements et des nouvelles situations. C'est la différence entre voir le verre vide ou le verre à moitié. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est la sophro, elle se base sur ces 4 principes. Ensuite, je vous ai parlé tout à l'heure d'une pratique régulière. Parce qu'en effet, très important. Parce que la sophrologie, elle n'est pas une baguette magique, elle n'est ni une solution miracle. La répétition et l'engagement sont les maîtres mots de ce qu'on appelle, nous, en sophro, l'entraînement sophrologique. Donc, le tennisman, on peut effectivement l'entraîner sophrologiquement. Et tout ça pour que les bienfaits de la sophro s'intègrent au plus profond de lui. Donc, la sophro se pratique. Je peux te couper une seconde Ouais. par rapport à ça, parce que là, ça me paraît de suite important, j'ai envie de réagir. Parce que souvent, quand on parle de mental et de techniques de préparation mentale, il y a beaucoup d'enseignants, et moi, quand j'étais sur le cours, pareil, les techniques, on a un peu l'impression que c'est des moyens pédas. Bon joueur n'a pas confiance en lui, hop, on va travailler, je sais pas, on va lui faire un exercice de respiration comme un moyen pédagogique en fait, et puis il va avoir confiance en lui. Et en fait, ce que tu es en train de nous dire, que en fait, au même titre qu'on automatise un coup droit ou etc. C'est des techniques qu'il faut travailler dans la durée avec de la répétition, comme un réel entraînement pour que ça fonctionne à un moment donné. C'est ça. C'est comme si tu voulais changer. Si tu veux changer la prise de quelqu'un, on le sait tous que tu vas pas le faire en une séance. Oui, Là, c'est non mais pareil. tu sais, moi j'avais souvent des trucs comme ça, on en attend un petit peu des miracles souvent. On dit ah putain, mon joueur, toujours au troisième set, il perd toujours ses matchs parce qu'à un moment donné il mouille, il joue petit bras, etc. Qu'est-ce que je peux lui faire travailler comme sur le mental? Qu'est-ce que je peux utiliser comme outil? Mais en fait c'est pas ça, c'est quelque chose de beaucoup plus profond dans la durée. Et ce qui est intéressant, et je pense qu'on va pouvoir en parler et en débattre tout à l'heure, c'est comment peut-être pour des gens qui sont pas sophrologues, pour des personnes qui sont des, des, des techniciens, des pédagogues avant tout tennis, comment peut-être intégrer ça dans la durée, au quotidien en fait des séances, avec des choses qu'on peut faire tout le temps, qui peuvent revenir et qui font en fait un entraînement voilà, dans chacune de nos séances, comment on peut intégrer ces techniques quoi, pour que ça devienne régulier quoi. Ouais, de la répétition de façon à l'intégrer dans le schéma du joueur, quoi, et que ça soit ancré comme maintenant, on force les enfants, entre guillemets, on force, mais on les inculque de faire en sorte de faire une reprise d'appui à chaque fois. Ben là, il suffira juste de donner, en tout cas, on va en parler tout à l'heure, mais d'aller un peu plus loin à chaque fois sur ce côté-là, et qu'après, ça devienne un automatisme et que les personnes, ça soit de suite, voilà, on va creuser. Ouais, désolé, allez. Non. Après, tu vas comprendre, parce que moi, je comprends ce que tu dis, hein, Yannick. Après, tu vas voir comment on fait en sophro. Parce qu'on n'est pas à la surface avec la sophrologie. Ce n'est pas seulement que je vais te dire, à partir de maintenant, tu as confiance en toi. On va faire 2 ou 3 exercices. Et c'est pour ça que je te dis que ce n'est pas une baguette magique. Ouais, non, mais voilà. La sophro,
elle va travailler dans la profondeur. Je reviens dans pas longtemps, j'aborde le sujet, tu vas voir. Ça va faire bien, ça va être... Donc, la sophro, donc, elle se pratique, elle se vit et elle se ressent. Alors là, après, on va rentrer là-dedans. Ensuite, entre le sophrologue et le pratiquant, il va y avoir une alliance. Donc, c'est-à-dire que le sophro, il va l'accompagner, le sophro-pratiquant, à être à la source de ses propres changements. C'est le sophro-pratiquant qui fait tout. Le sophrologue l'accompagne seulement. Il va l'apprendre à être acteur de sa propre vie. Donc, le rôle de sophro, d'accompagner avec les paroles sobres, suggestives, je souligne, très important, et pas du tout inductif, ni directif, et pas dans le conseil non plus. Donc, tu vois que le sophro-pratiquant reste avec lui et il ne va pas copier quelque chose qui va en face. Ça, c'est très important. Donc, après, on a l'objectif de transmettre à, on va dire, entre 5 et 10 séances, selon l'objectif, toutes les clés pour que les joueurs puissent pratiquer par la suite en toute autonomie. Et là, on va revenir un peu à ce que tu disais, toi. Il va s'entraîner avec un sophrologue pendant, on va dire, entre 5 et 10 séances. Et après, il est autonome. Il sait quoi faire. Il sait se gérer. Donc, ça veut dire en même temps qu'on est très loin des thérapies qui peuvent durer très longtemps. Le but de la sophro n'est pas là du tout. Moi, j'arrive, je fais un programme avec un pratiquant et après, je pars. Et la personne, elle est préparée. Donc, pour faciliter justement cet entraînement sophrologique chez soi, parce qu'on demande au pratiquant donc d'exercer chez lui aussi entre les séances, moi, je les autorise à enregistrer justement les séances. Donc, ça veut dire que la personne qui a fait une séance avec moi l'enregistre sur son téléphone et le lendemain, chez lui, il peut prendre 15 minutes et il refait la séance. Et donc là, on est dans la fameuse répétition. Donc, en règle générale, on parle de, on va dire, une séance par semaine, voire tous les 10 jours, selon la disponibilité de chacun. Et la séance elle dure à peu près 1 heure, pas plus que ça non plus. Donc, pour finir, la sophro est accessible à tous et à tout âge. Donc, elle s'invite dans de nombreux domaines de nos jours. Donc, quelques exemples, c'est entre autres la gestion du quotidien. Donc là, je parle du stress, de l'anxiété, gérer ses émotions, le sommeil aussi. Donc ça s'applique dans le sport, mais dans la vie de tous les jours. La prépa, un événement. Donc là, on est dedans. Compétition sportive, des matchs, mais aussi des examens, comme je vous disais tout à l'heure, brevet, bac, etc. L'accouchement fait partie aussi de ça. Ensuite, accompagnement d'un traitement médical. Donc là, attention, la sophro, elle ne soigne pas, mais elle vient en complément seulement d'un traitement. Donc là, on peut aussi appliquer ça, par exemple, dans le cas de douleur. Un joueur qui est blessé, qui a des douleurs, on peut aussi travailler là-dessus. Et en dernier, un accompagnement d'un comportement pathologique. Donc là, c'est par exemple les phobies de transport, quelqu'un qui a peur de prendre l'avion ou qui n'ose pas prendre l'autoroute avec sa voiture, les addictions, etc. Donc ça, c'est des champs en général sur lesquels la sophro elle peut être appliquée. Elle se pratique en individuel, en groupe, en présentiel et aussi en visioconférence, sans problème. Moi, j'ai accompagné pendant le stage que j'ai fait pour le mémoire les filles de rugby de ASM Monaco. Et donc, en plein Covid, on est arrivé et on a fait toutes nos séances par visioconférence. On a testé et je peux vous dire que les filles, elles étaient ravies. Et elles étaient à la fin plus contentes de le faire par visio que dans la vestiaire. Donc, ça fonctionne vraiment. Donc, voilà, ça c'est un peu en général la sophro, Yannick. Ok. On va prendre, parce qu'il y a quand même pas mal de questions depuis tout à l'heure, donc on va essayer d'en traiter quelques-unes et après on reprendra ce que tu as partagé. Je vais reprendre la première question de Bertrand qui demande, d'ailleurs peut-être Bertrand, si tu vas pouvoir allumer le micro peut-être pour détailler ce que tu as dit, la visualisation et les dangers des attentes. Qu'est-ce que tu entends par ça, Bertrand? Oui. Alors moi, je suis préparateur mental en fait. Dans le tennis, je travaille avec des joueurs sur le haut niveau et il y a un danger sur les attentes. C'est-à-dire que le joueur qui se visualise en train de réussir, derrière, en fait, quand il va sur le terrain,
bah, s'il ne réussit pas, il se met des attentes parce que s'il ne réussit pas de suite, eh ben, il se dit mince, j'ai visualisé, mais ça ne marche pas ou ça marche en fait. Ouais. Et là, pour moi, il y a un gros danger de ne pas se mettre d'attente sur la visualisation en fait. La différence, je ne sais pas comment tu fonctionnes toi, comment tu les amènes à faire une visualisation avec les joueurs. Tu vois, la différence, je vais arriver à ça après. La différence de la sophro, c'est qu'on ne travaille pas en état de conscience dite normale. Oui. Tu vois, on va doucement rentrer dans un état sophrologique, qui est, c'est un état où on est beaucoup moins vigilant. Et donc, l'idée de tout ça, et là, avec l'hypnose, par exemple, tu trouves un tout petit peu aussi de cette technique-là, on va justement travailler sur la conscience et sur un autre niveau, et c'est beaucoup plus imprégné, en fait, au plus profond du joueur. Donc, on envisage aussi que ça ne peut pas aussi bien se passer que lui, il a imaginé. C'est pour ça que je te dis, les 4 principes, par exemple, il y a cette objectivité réelle qui doit toujours être là. Et lui, il est maître de ça aussi. Si demain, moi, je fais une séance avec un gamin qui va se croire d'ici 2 mois dans un tournoi hyper important, tandis que ça ne fait pas partie encore de ses capacités, là, on va dépasser un objectif réel. Donc, c'est à moi aussi de le ramener pour que l'objectif que le gamin ou le joueur va se mettre reste quand même une réalité concrète, réalisable. Et ça, le sophro, il est là justement pour accompagner aussi les pratiquants par rapport à ça. Mais j'entends tout à fait ce que tu dis qu'on remarque. Alors, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ça, Ingrid, du coup, il faut qu'il y ait une vraie communication aussi entre le sophro, s'il y a un accompagnement extérieur sophro, une vraie, pas compétence tennistique du sophrologue, mais au moins une énorme communication, et ça peut pas marcher l'un sans l'autre, quoi. Il faut qu'il y ait un binôme. Mais c'est ça ce que je Parce disais. que là, on est sur les attentes, et tu parlais d'attentes, enfin d'objectifs réels. J'entends par atteignable et réaliste, réalisable. Il faut que, voilà, il faut qu'il y ait une vraie communication entre les deux. Donc c'est un accompagnement. Tu peux pas dire à un gamin, mais c'est parce que bon, bah, tu as des problèmes au niveau de ta concentration, tu as des problèmes par rapport à, comme je disais tout à l'heure, en fin de troisième set, va consulter un sophrologue. Ça se passe pas comme ça. C'est une vraie. Non. C'est une alliance. C'est le mot que Ouais. j'ai prononcé tout à l'heure. C'est une alliance. Ça fonctionne vraiment Ah oui, mais c'est très beau quand et ça prend, ouais, ça prend du temps, et c'est pour ça qu'on est entre 5 et 10 séances à peu près. Mais il y a un réel confiance qui s'installe et chacun reste à sa place. C'est ça qui est très beau dans la sophrologie. Est-ce qu'on a répondu? J'ai vu que tu voulais prendre la parole, Florent, mais d'abord, je vais demander à Bertrand si on a répondu à ce que tu avais posé comme question. Complètement. Super, parfait. Super, merci. Florent? Merci à toi. Je peux du coup? Vas-y, ouais. Alors, par contre, moi, donc, je suis en Master 1 et Ops à Lille, et on a une formation donc, qui est vraiment spécifique sur la prépa mentale, et on est reconnu par la SFPS. Et en fait, la seule chose, moi, je voudrais faire une petite remarque, c'est qu'en fait, un préparateur mental, il cherche à rendre autonome l'athlète en fonction du diagnostic qu'il a, par exemple, les manques de confiance, etc. Et en fait, la sophro, il faut juste le remettre, c'est un outil, en fait, du préparateur mental, de la même manière qu'en fait, la sophrologue, elle n'est pas préparatrice mentale. C'est un outil qu'on amène, et comme elle l'a très bien dit, en fait, c'est pas parce qu'il y a un problème au troisième set. Le problème, il peut venir de la confiance, il peut venir de plein de choses, et la sophro va permettre de le solutionner, en fait. Et c'est super important, en fait, de faire ça. Le préparateur, il a tous les outils à disposition. S'il ne les maîtrise pas, il va renvoyer vers ceux qui sont spécialisés sur la PNL, sur la sophrologie, etc. Moi, par exemple, là, je vais me former, je vais faire des protocoles MBSR sur la méditation, etc. Et puis, ça va être mon rôle. Mais s'il y a des choses que je ne sais pas faire et que je pense que c'est l'outil qui est adapté pour le diagnostic que j'ai dressé, c'est à ce moment-là qu'en fait, on fait appel à une sophrologue. Et c'est important, en fait, vraiment d'avoir ça. La sophrologie, c'est vraiment un outil de la préparation mentale. Ma petite remarque. Ok. C'est un compliment, en fait. C'est ça qui est beau. On peut tous travailler ensemble pour le joueur. C'est ça qui est très beau. Et on l'a vu récemment sur les interviews que j'ai pu faire, surtout avec Fred Fontan, qui lui est vraiment très porté sur je m'entoure des personnes
que je sais compétentes et sur lesquelles je sais que je ne suis pas compétent. Mais il n'y a pas de mal à ça. Par contre, pour moi, c'est une compétence extraordinaire d'avoir le recul, de se dire, je ne suis pas compétent sur ça, du coup, je m'entoure des personnes compétentes. On est bien d'accord. C'est vraiment extraordinaire d'avoir ce recul-là et de se dire, OK, cette personne-là peut m'apporter, je travaille avec lui ou elle, et on fait des choses super, parce qu'on ne peut pas tout savoir. C'est impossible. Absolument. Ouais. Non, mais c'est beau de pouvoir travailler comme ça, main dans la main, tu vois. Bah oui, bien sûr. Ouais. C'est intelligent en même temps. Et on va revenir. Il y a Clément qui posait une question. Parce qu'on t'en a parlé tout à l'heure, là, Ingrid. L'état sophrologique, Clément demande, est-ce que c'est égal à l'hypnose? Pas nécessairement. Ça touche à l'hypnose parce que tu vois, au début, quand j'ai dit qu'il y a un mélange en fait entre les différentes techniques et thérapies qui existaient dans le temps déjà, l'hypnose en fait partie. Oui. En fait partie parce qu'on est dans une conscience qui est modifiée. Et donc, quand on rentre en hypnose, on est aussi dans une conscience modifiée. Oui. On est toujours là, hein, parce qu'en sophro, on est, tu vois, ça diffère aussi, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, on est très, très actif en sophro. Le pratiquant, il participe vraiment à la séance. Donc, il a ces moments où il est au calme et on est dans une méditation, mais il est aussi dans des mouvements corporels qui, voilà, il bouge, il pratique. Et donc, quand on est en état hypnose totale, on n'est pas actif. Et c'est ça la différence. Donc, c'est un état de conscience qui est modifié. Et ça touche un peu à l'hypnose, effectivement. Ouais. Ok, parfait. Clément, ça a répondu à ta question? À peu près, ouais. C'est encore un peu flou pour moi, hypnose et état sophrologique, mais... Normal. Ça va venir. Je pars de loin. Il y en a un qui touche à l'inconscient et pas l'autre. Hein. Enfin, basiquement, je pense que c'est ça. Mais oui, parce que la conscience, justement, comme je disais au début, c'est quelque chose qui manquait dans beaucoup de pratiques et de thérapies. Donc, une fois qu'on est dans cet état modifié, c'est là où les choses vont prendre au plus profond de l'être. Et donc, on va créer une harmonie entre ce qui se passe entre l'esprit et entre le corps. Et c'est ça la sophrologie. Mais on va y revenir, vous allez voir. Ça va être plus clair. Deuxième question. Olivier, justement. Tu nous as demandé, et d'ailleurs je pense que tu vas pouvoir le reformuler parce que je n'est pas facile à comprendre. La visualisation de nous-mêmes, une personne telle que je veux jouer comme Federer, où je me vois jouer. Qu'est-ce que tu as sous-entendu par ça? Rallume le micro. Ça y est, c'est bon. Ouais. Est-ce que quand je joue au tennis, pour la sophro, est-ce que c'est moi qui joue ou c'est quelqu'un d'autre qui joue à ma place? Non, c'est toi. C'est moi qui joue. Ouais. Voilà, d'accord. Parce que c'est toi, tu es le pratiquant en fait. Donc, soit tu joues, soit tu te vois jouer. Un des deux. Je me vois jouer. Oui, mais ça, c'est un peu comme tu le souhaites toi. Tu vois, tu as des gens qui disent je suis vraiment sur le terrain et je joue moi, ou je suis légèrement à l'extérieur et je me visualise sur le terrain, je me vois jouer moi. Tu vois, c'est deux choses différentes, mais il s'agit toujours de toi. D'accord, du tout. Ok. D'accord. Ouais, donc on parle des deux en fait. Hein. La sophro, elle intègre ces deux types de visualisation. Interne et externe. Ça dépend de la personne. Ouais. D'accord. En fait, c'est chacun sa manière de se voir, quoi. C'est vrai qu'on est peut-être différents. Enfin, moi, je sais que je me vois de l'extérieur, mais tout le monde n'est pas comme moi. D'accord. Très bien. Bon, parfait. Donc là, Ingrid, je te laisse reprendre et on refera pareil. On fera un petit aller-retour avec des questions. C'est parfait comme ça. OK. Donc, on va faire un peu une séance à quoi ça consiste. Donc, en sophro, on pratique en position assise, en position debout, très important pour la verticalité, et parfois allongé. Alors, ça, pour moi, c'est seulement en cas de grosse fatigue. Alors, imagine le joueur qui sort de match, par exemple, il peut faire une séance de sophrologie après match, et dans ce cas-là, il peut s'allonger, dans le cas où il est fatigué. Donc, avant de commencer la séance, il y a toujours un échange entre le sophro et le pratiquant, justement pour renforcer cette alliance qui existe entre ces deux personnes
pour qu'il partage son état d'être et ses demandes spécifiques. Et donc ensuite, on va commencer la séance. Donc, à chaque début, on a ce qu'on appelle les techniques de base. Et avec les techniques de base, par exemple, on va tout doucement rentrer dans cet état de conscience modifié. On y est. Donc, cet état-là, en fait, si vous voulez, on est entre veille et sommeil dans cet état. Et on y passe toutes, 2 fois par jour. Du moment où on se réveille le matin et juste avant de s'endormir. On est tout à fait dans cet état de conscience modifié. Et pour ceux naturellement. Pour ceux qui font la sieste, 4 fois. Et bien voilà. C'est ça. Donc là, on va ce lien avec l'hypnose un peu. Donc voilà. Donc cet état, elle rend accessible l'exploration de soi. Ça, c'est très important. Qu'il s'agisse de notre présent, de notre futur ou de notre passé, parce qu'on va utiliser les 3. Donc, ça veut dire qu'en sophrologie, on trouve une véritable tridimensionnalité. Ça, c'est très important pour les exercices qui vont suivre et surtout pour les techniques associées après. Donc, dans cette phase, on va commencer à s'ancrer. Toi, Anthony, tu as utilisé le mot ancrer tout à l'heure. Chose très importante pour le joueur de tennis, le bas du corps, la position debout pour renforcer justement cette verticalité. Dans la vie de tous les jours, on oublie la verticalité. On est beaucoup trop assis, en fait. Donc, exemple de ça, un joueur, par exemple, une fois qu'il est bien entraîné sophrologiquement parlant, il peut se répéter intérieurement le mot ancrage du moment où il va servir pour qu'il soit là, avec ses 2 pieds bien ancrés au sol et qu'il est présent à ce moment bien présent. Donc, il est là sur le moment de servir. Il n'est pas déjà là de l'autre côté quand la balle va rebondir. Donc, ça, c'est très important. Là, on va commencer à respirer profondément par l'abdomen. Très important, très souvent oublié aussi par les joueurs, de bien respirer dans l'abdomen. Et ensuite, on va détendre le corps, des parties différentes petit à petit. Nous relâchons le corps, nous relâchons nos muscles et ensuite, toutes les tensions qu'on a encore à la fin de la journée, par exemple musculaires, on va les déplacer. On va faire un relâchement des tensions aussi avec un support de respiration. Et pour la suite, on va activer tout ce qui est la vitalité et l'énergie dans le corps, dans tout le corps. Et là, à ce moment-là, on est dans cet fameux état de conscience modifié. On est toujours là, mais on est beaucoup plus connecté. Donc ensuite, il y a une spécificité en sophrologie, c'est ce qu'on appelle la relaxation dynamique. Donc, c'est une relaxation, c'est un peu contradictoire quand je vous dis ça, mais c'est une relaxation dans le mouvement. Donc, qui se pratique en posture debout, en posture assise, comme nous le souhaitons. Voilà, et donc ça, c'est toujours accompagné aussi par une respiration abdominale. La relaxation dynamique consiste donc à faire des mouvements sur des différentes parties de notre corps avec le but pour l'activer, pour en prendre conscience. Pour un joueur de tennis, hyper important. Je reviens sur le bas du corps, mais je reviens aussi sur les bras, par exemple, le thorax. Le pratiquant, il vit donc des phases très actives pendant une séance de sophrologie, alternées avec les pauses où c'est plus calme, où justement les bienfaits de la séance vont s'intégrer au plus profond de lui. Donc, c'est une séance sur mesure, adaptée aux demandes et aux objectifs. On demande toujours aux pratiquants ses objectifs. C'est jamais une séance standard. Moi, je ne peux pas préparer une séance par avance, par exemple, parce que je vais voir le pratiquant, on va partager, on va parler comment il va, qu'est-ce qui s'est passé dans sa semaine, et il peut avoir une demande tout autre d'un coup. Et donc, moi, je m'adapte sur le champ et on fait une pratique sur mesure. OK? Donc, pendant la séance, doucement, le pratiquant, il commence à vivre son corps. Il va se reconnecter à son corps, à ses propres sensations et à des perceptions qu'il va percevoir aussi. Et à la fin de la séance, il y a donc un temps de méditation. Parfois, je le guide, parfois pas. Et on va activer les capacités par la suite.
Et donc, et ça aussi, c'est une spécificité de la sophro. On finit toujours nos séances par un partage oral et par écrit. Et ça, c'est très important. Donc, le pratiquant, il choisit bien évidemment. S'il ne veut pas me parler, il ne me parle pas. Mais par expérience, je sais que les débuts sont un peu compliqués, mais il y a cette alliance qui va s'installer, il va parler. Parce que c'est important. C'est important de sortir tout de suite ce qu'on a ressenti et de le coucher sur papier aussi. Donc voilà. Donc là, j'espère que vous avez tous une petite idée comment peut se dérouler une séance. Et après, j'aborderai les spécificités et des différentes techniques liées au sport, notamment par rapport au passé et la visualisation. Donc ça, c'est en fait le premier volet, Yannick. Yes. Écoute, moi, ce que je verrais bien maintenant, peut-être il y a des petites, des grandes thématiques qu'on pourrait aborder plus en détail. Je pense, bon, la concentration, je crois que c'est beaucoup revenu dans le chat. La respiration, tu en as parlé. Il y a un truc, nous, qui revient souvent, évidemment, là aussi, c'est un mot pour des généralistes que nous sommes. Pour la plupart, je pense, le mot stress, qui est un mot aussi, on y met beaucoup de choses, etc. Je pense que là, ce qui serait intéressant, donc stress, concentration, respiration, visualisation, sommeil, confiance en soi, gestion des douleurs, parce que tu en as parlé aussi, etc. Toutes ces notions qu'on entend beaucoup. Il y a quelque chose aussi qui est très important pour nous dans le tennis, c'est qu'il y a beaucoup de temps mort, en fait. Le temps de jeu effectif par rapport au temps d'un match, il est extrêmement réduit en fait, et je pense pas, c'est une certitude. Une grosse partie de la difficulté mentale de notre sport en fait est liée à tous ces temps morts. Et je pense que là-dessus, la sophro apporte quelques clés sur la gestion de ces temps de repos, que ce soit entre les points ou que ce soit dans les changements de côté. Voilà. En tout cas, c'est moi maintenant ce que j'aimerais bien, c'est que par rapport à toutes ces différentes ces différents mots, qu'on puisse être un petit peu dans de l'interaction et qu'on puisse répondre aux questions des uns et des autres. Et pour ça, je vais laisser la parole à Anthony qui va nous animer ça et qui va distribuer la parole et qu'on échange. Je pense que ça va bien répondre à ce que tu parles là, Yannick, parce qu'à travers les questions qui sont posées dans le chat, et moi, mon vœu premier, c'est que les personnes qui ont posé des questions soient récompensées avec leur réponse, ou en tout cas, du moins, on va essayer de répondre au mieux. Donc, du coup, à chaque fois, je pense qu'à travers les questions qui ont été posées, on va retomber sur les thématiques que tu as énoncées. Donc, je vais reprendre dans l'ordre. Donc, Émilie qui nous pose la question. Là, on est vraiment dans un exemple concret. Si j'ai un joueur qui pète les plombs, grande sanction. Je vois pas du tout de quoi elle parle. Et qui insulte, 3 petits points. Comment le remobiliser? Comment faire pour qu'il se concentre et qu'il repasse sur du positif? C'est-à-dire en état de pas bien du tout. Comment faire pour justement le refaire partir? Bon, après, comme on l'a dit, c'est un travail de longue haleine. Oui, c'est l'entraînement. Mais là, tu parles qui pète un plomb pendant les matchs ou en plein match, il fait ça? Ouais. Émilie, si tu veux prendre le coup, tu peux. Ouais. Oui, en fait, c'est plutôt sur la partie même entraînement face à son prof, par exemple. Il n'arrive pas à gagner son prof et puis là, ça y est, il arrive à lui prendre un set et tout ça. Là, ça y est, c'est la confiance qui vient. Et là, la frustration, elle est tellement énorme qu'il y a pétage de plomb. Bah, c'est comment faire pour pas qu'il reste, parce qu'en fait le problème c'est qu'après il reste sur ce genre de sensations, surtout quand c'est des joueurs qui ne sont pas habitués à avoir ce genre de comportement par exemple. Et du coup après ça va gâcher le reste des entraînements, ça va rester quoi dans le temps. Donc voilà. Bon, j'ai compris qui était Émilie. Oh, tu vois pas de qui je parle. Ah, c'est bon. Ah oui, donc je vois qui c'est qu'il y a au bout. Ah, mais attends. Donc là, ça va, c'est parfait. Alors, vas-y, Ingrid. Alors. Ouais, j'entends ce que tu dis, Émilie. Bon, il y a des outils en sophro. Il sera entraîné aussi à un moment donné, justement, à reconnaître déjà les signaux que son corps lui donne. Donc, il va être conscient déjà de cet état-là. Après, il aura des outils. Donc, ça veut dire qu'il peut commencer tout simplement par la respiration. Alors, la respiration abdominale,
on le sait tous, elle est hyper importante. Donc, elle peut aussi bien motiver le joueur que le calmer. Quelques respirations bien profondes déjà, ça va le calmer. Ensuite, on a, quand on rentre par exemple dans les relaxations dynamiques, on a des exercices qu'il peut faire tout de suite sur place. Donc, par exemple, on a ce qu'on appelle le pompage des épaules. Donc, tu me vois comme ça, il fait du mouvement très rapidement avec les épaules. Alors, ça déjà, ça relâche. Après, on peut, par exemple, avec la respiration aussi pratiquer ce qu'on appelle un IRTER. Donc, ça veut dire inspiration, rétention, tension de tous les muscles, puis expiration forte et relâche. D'accord. Et là, tu as une partie de la frustration et du stress qui part déjà. On a un exercice qu'on appelle la cible. Donc, ça veut dire que tout ce qu'il a énervé là, pendant cet entraînement ou pendant le match, il met ça devant lui dans une cible, il fait les moulinets avec ses bras et il pousse tout ce qui est négatif et qui le frustre très loin devant lui. Tu vois, donc, c'est ça, cette activité qu'un sophro-pratiquant a aussi pendant la séance, c'est qu'il est acteur dans cette séance-là. Donc, lui, quand il passe 10 séances avec moi, il va dans sa boîte à outils sophrologique et il sait exactement quel exercice pratiquer sur le champ et ça passe. Ok. Tu as répondu à ce que tu... Ah oui, très bien. Et tant que j'ai la parole... Ouais, tu me tutoies, s'il te plaît. Comment ça se passe pour, par exemple, si donc un élève fait 10 séances avec vous, comment vous allez lui donner le sens de tout ça? Parce que vous allez avoir je suppose que vous avez des enfants et des ados de tout âge. Oui. Mais c'est-à-dire que la sophro, pour un adulte ou pour un enfant, on ne la pratique pas de la même façon. Je n'ai pas le même langage. Donc, moi, je m'adapte à l'âge. Si je lui fais une séance d'adulte, il ne va pas revenir pour la deuxième séance, à mon avis. Donc, on s'adapte. Tu sais, la sophro, on peut la pratiquer avec un enfant de 3 ans déjà. D'accord. Mais nos pratiques restent à peu près pareilles, mais j'ai notre langage. Mes pauses sont beaucoup plus courtes. Je m'adapte, c'est ça aussi, encore une fois, le principe de la sophro, à l'adaptabilité. Moi, je m'adapte à lui. Ok. Donc, c'est ludique, si tu veux. Super. Ouais. Ok, merci. Je t'en prie. Ensuite, donc j'avance. Pierre nous demande la peur, si possible. Ça, c'était au moment où tu énonçais les thématiques. Pierre, si tu veux, pareil, prendre le micro et expliciter un petit peu plus ce que tu entends par peur, si tu peux. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour Pierre. Bonjour. Oui, je voulais qu'on parle, si possible, de la peur parce que au moment des matchs, même aux entraînements, dès qu'on compte les points, j'ai beaucoup de joueurs qui me parlent de peur de faire la faute. Ça m'a stressé, j'avais une balle facile. J'ai trop peur de la louper et puis passe complètement à côté de leur match. Oui. Alors, il y a différentes techniques en sophro par rapport à ça. Donc, déjà, quand je t'entends parler, on dit confiance en soi. Ça manque un peu pour certains joueurs. Donc, on peut travailler déjà sur la conscience en soi. Par exemple, on a des techniques de futurisation. Ce gamin-là, forcément, à un moment donné, il a su jouer un match très correctement. Je ne dis pas un match gagné, mais un match où il était satisfait de ses résultats. Alors, tout en étant en état sophrologique, on peut l'amener à faire revivre les moments forts de son passé, où il était bien, en confiance, où il était calme, justement où il n'y avait pas de peur. Donc, on va aller faire revivre cette séance-là et par la suite, on le ramène dans le présent. Et là, quand on est dans cet état sophrologique, ça va s'imprégner dans nos cellules et dans nos tissus. Donc, c'est une question de s'entraîner par rapport à ça. Après, il peut aussi, on fait des exercices tout simples. Par exemple, il va choisir les mots positifs, les mots qu'il aime, lui, qui lui font quelque chose
au plus profond de lui. Et donc, du moment où ça arrive, il peut se répéter ces mots positifs. Alors, la sophro, quand je l'explique aux gens, elle peut avoir l'air très simple comme ça. Les gens me disent, ouais, mais me répéter 3 mots positifs, ça ne va pas le faire. Mais si, ça va le faire. C'est avec l'entraînement, le corps, il va reconnaître justement, il va reconnaître ces mots et justement les sentiments qui vont avec aussi. Donc ça, c'est des choses très simples à mettre en place. On peut, dans une séance aussi, l'amener à dire, tiens, alors est-ce qu'il y a un moment dans le match qui te fait peur? Ou est-ce que tu n'es pas bien? Est-ce que tu as peut-être un point dans le jeu qui n'est pas tout à fait au top, donc tu n'es pas en confiance? Donc, ce geste technique pour le renforcer, on peut aussi le faire travailler pendant une séance de sophrologie. Et ça peut éviter, par exemple, que le joueur est surentraîné, le joueur est trop souvent sur le terrain. Il peut faire ça tout simplement assis chez lui dans une séance et se répéter constamment le geste en voyant le geste juste qu'il va produire. Donc ça, c'est juste quelques exemples pour les gamins qui ont peur. On peut les aider justement à surpasser ça. Rester concentré, rester dans son corps et rester avec lui, ancré, être ancré dans le sol, dans le moment même et ne pas anticiper ce qui va arriver peut-être 3 secondes après, qu'on ne maîtrise pas. D'accord, merci. Est-ce que ça répond à la question? C'est parfait. Et moi, j'adore tous ces mondes-là. Je l'applique à moi-même sans le savoir. En fait, au final, quand on en parle, je découvre des choses que je... Tu te reconnais. Mais au final, là, je vais encore plus loin que le tennis. C'est des choses qu'il faudrait appliquer dès l'enfant, tu vois, dès la naissance et à l'école. Et des choses comme ça, si on leur apprenait ça, ben, on ferait des êtres extraordinaires. Et ça serait facile, le reste, tu vois. On n'aurait même plus besoin d'avoir de prépa mentale parce que ça serait logique. Ça, c'est bon. Flo, tu voulais poser une question? Oui, alors par contre, j'en profite pour rebondir. Parce que du coup, on est dans un moment d'échange et je ne suis pas d'accord sur ce qu'a dit la dame, notamment sur la question d'Émilie. Quand elle dit que, par exemple, un enfant qui s'énerve, qui casse ou qui était proche de gagner, il faut le faire respirer parce que pour moi, la respiration, ça permet de calmer en fait au niveau somatique, donc le corps. Mais le problème, c'est que c'est l'esprit qui est troublé. Donc, en fait, la respiration ne va pas amener une solution au problème. Le problème, pour moi, il est cognitif parce que il rumine, il n'est pas content, etc. Et pour moi, en fait, c'est un problème de fixation d'objectifs parce qu'il faut plus se recentrer sur le fait de bien jouer, etc. Mais c'était un petit... Voilà. Chacun son figure, mais Ingrid, elle va te répondre. Voilà. Mais c'est voilà, c'est parce que... J'entends ce que tu dis. Mais je pense que ça, c'est un peu la différence entre la formation que tu as toi et moi. Oui. C'est-à-dire que justement, pour ne pas ruminer, on va dire en sophrologie, quand tu respires, tu reviens à toi. On casse du temps. Ouais, on meuble le temps et au moins on est occupé, on occupe l'esprit, je comprends. Mais après, c'est vrai que c'est sur les moments répétitifs qui arrivent souvent au tennis, c'est pour ça. Ouais, bon. Et du coup, ma question, elle était, en gros, on ne va pas devenir sophrologue à l'issue de cette visioconférence, mais comment et quels outils pourriez-vous nous donner pour faire de la sophro, mais intégrer, nous, à nos séances? Moi, c'est ce qui va m'intéresser parce qu'en fait, un sophrologue, basiquement, c'est son bureau, c'est un pull col roulé et Alors nous, comme on ne va pas avoir ce niveau de connaissance et de compétences, comment on peut avoir des petits outils qu'on va intégrer aux séances, en fait? C'est pas la ouais. Bon, enfin, le sophro n'est pas toujours derrière son bureau quand même. Hein. Le sophro est aussi dans les terrains et dans les vestiaires, je t'assure. Mais ça va être un peu compliqué quand même. Parce que là, j'aurais envie de te dire chacun sa méthode et chacun son métier. On peut être complémentaires. Mais la séance que moi j'ai fait avec un pratiquant, et travailler. Donc, je ne peux pas donner comme ça à quelqu'un qui n'a pas fait une formation de sophrologie tous les outils pour le faire partager avec un gamin. Par contre, je dirais dans ce cas-là, comme tu disais plus tôt, pourquoi ne pas faire appel à un sophro ou toute autre pratique que tu souhaites, hein, pour dire que, OK, moi, j'ai des problèmes sur telle et telle discipline, on renforce, il y a quelqu'un d'autre qui peut venir pour justement renforcer une partie de ce qui manque à ton joueur.
mais je ne peux pas partager une méthode de sophrologie avec quelqu'un qui n'a pas forcément fait des études de sophro. Après, je pense qu'il n'entendait pas méthode complète comme tu l'as appris depuis X temps, mais je pense que des apports comme tu l'as fait pour Émilie, Yannick, on entend ton micro, comme tu l'as fait avec Émilie, à savoir utiliser telle chose, faire ça, tu vois, des choses comme ça que nous, on pourrait appliquer en tant qu'enseignants. Mais vous pouvez l'appliquer du moment où le sophrologue est quand même intervenu auparavant et a fait ses séances avec le pratiquant. Donc, si toi, tu es un joueur, par exemple, et pas chez moi 5-6 séances, et moi, je le prépare sur des domaines bien précis que toi, tu me dis auparavant et lui aussi, à partir de là, lui, il est entraîné. Et là, tu peux prendre la suite. Et là, je peux effectivement vous dire, tiens, alors, tel exercice pour tel comportement, etc., etc. Bien évidemment, ça, on peut. Mais il faut que le sujet, hein, le joueur, mais lui, il faut que lui soit entraîné auparavant. C'est comme quand nous, on utilise, entre guillemets, utiliser, mais quand on utilise les parents. Souvent, tu as des parents qui veulent s'impliquer. Donc, nous, justement, moi, je le faisais. Prenez le papa ou la maman, tu faisais la séance avec l'élève, le parent était là, et moi, après, je lui disais, OK, maintenant, si vous voulez aller le faire taper ce week-end et que je ne suis pas là, très bien, allez-y, et vous travaillez sur ça. Et comme il l'a vu, voilà, comme ils l'ont fait avec moi, ils savent sur quoi ils peuvent travailler. Et ce n'est pas le parent qui devient prof, parce qu'il ne peut pas avoir toutes les compétences. Et là, c'est le cas pareil dans ce que tu dis. Le sophrologue ou la sophrologue va avoir les compétences pour trouver l'exercice adéquat. Il fait juste que le donner à l'applicateur, à l'opérateur, c'est-à-dire le prof, pour qu'il le fasse appliquer lors de la séance. Mais il va le partager avec toi. Parce qu'avec les enfants, c'est ça qui est très beau, quoi. Tu vois, un enfant, il passe chez un sophrologue et il ressort de la séance, il rentre chez lui et il va montrer à ses parents ce qu'il a fait. Donc, tu vois, il sera dans ce partage avec toi aussi. C'est très bien. Question de Bertrand. Pareil, si tu veux reprendre le micro pour approfondir. Et si on s'entraînait pour se rapprocher du match 80-20, pas effectif. À l'inverse, à l'entraînement, on tape 80% du temps et on passe 20% du temps à penser. C'est-à-dire que Yannick le disait tout à l'heure, hein, le joueur sur le terrain, il y a, je me suis documentée un tout petit peu, il y a 75% du temps mort, je crois, hein, dans un match à peu près. Alors, justement, quand il est bien entraîné, parce que ces temps morts, ça c'est quelque chose, je trouvais ça fascinant parce que c'est quand même très particulier hein, dans le tennis, ce temps-là, il peut l'utiliser. Il peut l'utiliser sans problème. Il sera entraîné par rapport à ça. Il aura dans sa boîte d'outils, mais plein d'outils qu'il peut utiliser. Il peut, et je reviens là-dessus, utiliser par exemple la respiration. Il peut, durant des changements de côté ou pendant le temps de repos, par exemple, il peut respirer profondément. Il va rester dans le présent. C'est ça qui est hyper important. Il va être en pleine conscience. C'est un mot qu'on entend beaucoup, à tout va, mais enfin bref, là, on est vraiment en pleine conscience. Il va boire en pleine conscience. Il va prendre des tout petits gorgées. Il va être attentif à toutes ses sensations. Il va écouter, mais vraiment écouter les consignes de son coach. Et après, quand il est sur le terrain, mais il peut se répéter ces mots positifs. On travaille sur les capacités que lui, auparavant, il va me souligner. Où sont mes points forts? Quelles sont mes capacités que je vais mettre en avant? Alors, tout ça, c'est une question de répétition. Du moment où il sent qu'il est tendu, il peut faire ses respirations avec une tension de tous ses muscles. Il a un coup de stress, il peut mentalement faire un exercice. C'est là où l'esprit est très, très fort. Et juste pour faire une petite parenthèse, pendant la formation, j'avais une collègue qui était alitée pendant toute la formation. Donc, elle n'a pas pu faire les exercices corporels actifs comme nous. Elle a tout fait par la visualisation. Et je peux vous garantir que ça fait autant d'effets que chez nous. Donc, ça, c'est hyper important. Il peut, par exemple, se dire, pendant le temps mort, je visualise une action que je vais mettre en place. Je vais répéter un geste technique que j'ai appris. Je vais préparer la prochaine action. Je vais même, parce que là,
la balle que j'ai tapée, elle n'était pas comme j'ai voulu, il peut carrément commencer à changer en même temps le geste qu'il a effectué qui n'était pas tout à fait correct. Donc, il y a toutes sortes de choses. Il peut être hyper occupé. Le plus important, c'est qu'il sera toujours là. Il est toujours présent avec lui-même. Il ne s'occupe pas de l'adversaire en face, ni des bruits qu'il a autour, ni le coach qui est sur le banc qui lui jette les regards parce que ça ne va pas comme il le souhaite. Il sera concentré que sur lui. Il peut s'occuper à 100%. Il a tous les outils pour le faire. Je prends juste la parole. Je me permets de prendre la parole. Vas-y, Bertrand. Juste que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'à niveau égal, c'est celui qui va gérer le mieux ses émotions qui va remporter le match. Donc, il faudrait qu'on s'intéresse aussi à l'émotion du joueur, parce que chaque joueur ressent des émotions. Chaque joueur a des émotions qui sont différentes. Et aujourd'hui, pour moi, la connaissance de soi doit se travailler à l'entraînement avec le coach. Et il faut qu'on y mette du sens, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est connaissance de soi, tout ce qui est peur et tout ça, il faut qu'on y arrive à le travailler sur le terrain, parce que ça, c'est tellement, la performance, elle est tellement impactée par tout ça que pour moi, il faut faire du boulot là-dessus. Ouais, c'est très important ça. On est d'accord. Et qui, justement, ce que j'ai dit tout à l'heure, si on inculque dès les petits, c'est bon. C'est ça. Exactement. Ah ouais, ça serait terrible. Ça serait vraiment terrible. Ouais. Mais oui, parce qu'on est conditionné pas toujours de la bonne façon, c'est certain. Mais bon, tout ça, ça se travaille avec la sophro. Mais ça prend du temps. Bien sûr. Ça prend du temps. Par Et contre, ça devient un mode de vie. Oui, ça c'est clair. Un mode de vie. Moi, j'avais souvent lu qu'on crée une habitude au bout de 21 jours et un mode de vie au bout de 90 jours. Oui? Oui, c'est pas faux. C'est ça, ouais, tu vois. Je m'étais marqué ça et c'est vrai, par contre, c'est vrai. Des choses qu'on met en place régulièrement, on crée des habitudes, mais on peut les distordre. Mais dès qu'on a passé quand même le cap des 3 mois, ils y sont, quoi, et ça commence à être compliqué à faire bouger. Donc au final, qu'est-ce que c'est 3 mois pour nous enseignants de se taper le cul, entre guillemets, à dire à un élève, pense à faire ça, pense à faire ça, pense à faire ça, et au final, au bout de 3 mois, et on est pas mal déjà, quoi. Tu vois? Pas si long que ça, parce qu'au final, si on les a petits en plus, c'est le cerveau est encore plus malléable, ça va, je pense, encore plus vite. Hein. Donc, que chez nous adultes, on peut changer des choses. On voit des gens qui ont des transformations extraordinaires, que ce soit sur le plan physique, mental, tout ce que vous voulez, et qui arrivent. Mais alors, je me dis, chez les petits, il y a vraiment des choses très, très rapidement à faire, mais il suffit d'en prendre conscience, quoi. Et ils sont réceptifs, les petits. Et en plus, pour eux, visualiser, ils font ça sans réfléchir. Ah oui, ils font des histoires tout le temps. Ah oui. Ah oui, ils sont dans l'imaginaire. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Oui, c'est beau. Est-ce que tu veux continuer, Ingrid? Oui, je pense que, tu sais, pour moi, c'est cette boîte à outils qui est très importante. Donc, on a parlé de la concentration. Donc ça, on peut le faire par diverses techniques. On a déjà parlé un peu de ça. On a parlé de la respiration. Tout ça, on va mettre ça dans la boîte à outils. Alors lui, après, sur le terrain, il va se gérer. Il va choisir. C'est lui qui prend là-dedans. Le stress, on a parlé un peu de ça aussi. Les exercices qu'on peut mettre en place, je pense qu'on a abordé ça. Ce qu'on n'a pas parlé, c'est le sommeil. Ouais. Parce que là... le sommeil pour le joueur, c'est quand même hyper important. Alors, justement, là aussi, on revient aux peurs, on revient au stress et tout ça. Anticipation de match, peut-être des difficultés de s'endormir le soir avant la compète. Il y a en sophrologie un très joli outil par rapport à ça. Et on le fait en une séance qu'on va enregistrer. Et donc, on va amener la personne à mieux dormir, avoir un endormissement qui est beaucoup plus facile, et justement pour dormir plus profondément et surtout pour se reposer pendant le sommeil. Donc, la sophro, elle peut être très, très importante par rapport à ça, pas seulement par rapport au sport. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui dorment mal de nos jours, c'est impressionnant. Sachant que justement, c'est dans le sommeil, et en tout cas dans le bon sommeil, j'ai envie de dire, que s'ancrent justement les choses. Mais oui. Donc, quelqu'un qui dort mal va avoir un apprentissage plus long. Absolument. Voilà. Donc ça, c'est important quand même
de tenir compte également de ça, de se dire oh, je fais des séances de fou, ça se passe super bien, mais ça n'arrive pas à progresser. Pourquoi? Ça peut être une cause que justement il ou elle a des difficultés à s'endormir ou à bien dormir correctement, à bien se reposer, fait des petites nuits et du coup c'est difficile également pour après à acquérir justement toutes ces nouvelles choses, ces apprentissages. Ouais. Et la concentration aussi. Hein. Et oui, pareil. Elle en souffre pareil. Hein. Donc, c'est un sujet qui est souvent oublié, je trouve. Mais voilà, donc sachez qu'en sophrologie, on peut effectivement accompagner aussi par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on avait encore? La conscience en soi, bon, on a touché un peu à ça aussi tout à l'heure. Donc, ça, on peut faire pas mal de choses par rapport à la visualisation, toujours en restant dans l'objectivité réelle. Après, gestion de la douleur. Ça aussi, la sophro, elle peut accompagner par rapport à ça. Donc, soit par rapport à des efforts intenses que le joueur peut livrer ou des douleurs musculaires, articulaires, etc. Donc, on a des techniques qu'on appelle une correction sensorielle. Donc, on peut travailler là-dessus aussi pour soulager un peu le joueur par rapport à ça. Après, on a la récupération. La récupération, là, on arrive un peu vers la fin du match. Après, je vais détailler un peu avant match, pendant match et après match. Mais la récupération, oui, elle est très, très importante, quoi. C'est après match, de pouvoir faire ça en état sophrologique, ça aide beaucoup le joueur. Donc, je vais revenir là-dessus en fin de séance. Les temps morts, on en a parlé. Et après, donc, oui, l'autocorrection du geste. Ça, c'est important pour le joueur aussi. Donc, il peut corriger en visualisation ses gestes. Un geste mal effectué sur le terrain peut aussi le mettre dans un état justement de stress, d'anxiété. Il n'est plus concentré, il n'est plus là. Donc, au lieu de continuer à penser au geste qu'il a mal effectué, il peut justement, pendant les temps morts, utiliser ça pour faire une autocorrection mentale de ce geste-là. Donc, il se voit refaire le geste à répétition, et cette fois-ci correctement. Et là, pour le cerveau, c'est bon. On n'y pense plus. Et on reste dans le match. On en voit souvent des joueurs et des joueuses qui font des gestes à blanc. Mais faire les gestes à blanc sans avoir derrière travaillé sur ce plan-là, qui, le fait de le faire à blanc, va le remettre à zéro dans l'esprit également, ça n'a pas d'intérêt. Donc justement, le travailler en amont avec un accompagnant, pour après, quand je le fais, alors ça déclenche ça, oui. Mais c'est vrai qu'il y a certains qui peuvent se dire, ah oui, ok, donc dès que j'ai fait un mauvais truc, je fais mon geste à blanc, c'est bon, c'est fini. Ben non, si derrière ça n'a pas été ancré, ça ne marchera pas. Ça, c'est important que tout le monde l'entende. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Ouais. Mais ça, c'est une technique qui doit être entraînée le plus possible aux entraînements aussi. Ouais. Ça, il faut le faire très, 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 très longtemps, en fait, avant que ça prend bien. Mais une fois que ça fonctionne, c'est super bien. Tu as un joueur, par exemple, qui est blessé. Au lieu de sortir complètement de son sport, il ne peut plus rien faire, mais il peut continuer quand même avec la visualisation. Ouais. Et ça fonctionne très bien. Là, on parlait du rugby tout à l'heure, tu as des joueurs de rugby mais qui ne sont pas devant les poteaux 3 heures de plus que leurs collègues sur un terrain, c'est-à-dire qu'ils font ça en état sophrologique. Ouais. Et ça fonctionne très, très bien. Donc ça, cette autocorrection du geste, c'est un très, très joli outil de la sophro. Après, bon, la visualisation, on en a parlé, programmation du futur, pareil, on a touché à ça aussi. Donc, on arrive un peu à un résumé de prépa avant match. Donc, en sophrologie, on a une technique qu'on appelle la sophro-acceptation progressive. Donc, ça consiste, on va prendre un exemple. On sait qu'un joueur, il a un tournoi à jouer, un match à jouer, on va prendre à peu près 5 séances, donc on va dire 4-5 semaines de notre rendez-vous. Donc moi, pendant 5 séances, je vais le préparer pour ça. Donc d'abord, je vais le projeter dans le futur, c'est-à-dire qu'on va être à 2 mois après qu'il a eu un résultat qu'il souhaitait obtenir pendant le match. Donc il se voit déjà dans cette situation-là. C'est derrière lui, il est soulagé, il a bien joué, il est content de lui. Et pendant les séances, petit à petit, je vais le ramener au jour J.
Donc, on s'approche de l'événement. Et tout ce qui est anxiété, tout ce qui est peur, on travaille ça comme ça. Donc, du moment où on arrive à la 5e séance, on est la veille du match, il se prépare, voilà, on fait notre séance de sophro pour bien dormir. Et il a déjà tout vécu ça aussi positivement possible. Et ça, c'est une technique qui travaille, qui fonctionne très bien. Pour une prépa pour un match, quelqu'un qui a, je sais pas, on a peur pour prendre l'avion, par exemple, mais on le projette comme ça, de très loin, où tout s'est bien passé, jusqu'au moment J. Et ça fonctionne très, très bien. Pour une prépa pour un match, c'est très intéressant, ça. Tout à l'heure, on parlait d'outils, là, tu es en train d'en donner. Tu dis quoi? Tout à l'heure, on parlait d'outils, mais là, tu es en train d'en donner. C'est quand même, j'espère que tout le monde est capable d'entendre que oui, tout ce que tu es en train de partager, c'est obligé d'avoir eu un rapport ou en tout cas avoir eu un échange, une consultation avec un ou une sophrologue. Mais là, tu es en train de donner des choses qui peuvent être mises en place directement. Mais évidemment, ça fera sens quand la personne, l'élève, aura compris avec un spécialiste, à savoir un sophrologue. On est bien d'accord. Et tout ça, tout ce que je vous dis, toutes ces séances-là sont enregistrées pour le joueur, tu vois. Donc, il peut le faire tranquillement chez lui aussi. C'est ça qui est beau. Il y a toujours un support aussi audio qui garde... je lui donne ça et il garde ça avec lui. C'est très bien. Après, pendant le match, on en a déjà parlé, tous les outils qu'on peut donner à un joueur, là, tout ce qu'il peut mettre en place, lui, avec sa boîte à outils. Et après, on a l'après-match. Donc, l'après-match, on conseille de faire un autobilan le plus près possible après le match. Ça, c'est très important, à chaud, pour qu'il soit efficace, en fait. Donc, récupération physique, donc relaxation et détente des muscles. Après, on a la récup mentale. Donc, voir mentalement les échanges qui le tracassent, par exemple, pour les corriger mentalement. Et ensuite, accueillir les réussites pour les réimprégner, pour activer tout le positif qu'il a vécu pendant le match. Et on peut même aller plus loin, c'est-à-dire qu'il peut déjà se projeter dans le prochain match. Ça c'est, je peux te couper 2 secondes, Ingrid, ouais. Parce que je suis un peu surpris par rapport à ça. Toi, tu dis que le bilan d'après-match, il faudrait le faire à chaud. Ouais. On entend des choses très... disparates, parce qu'on entend les deux. Oui, on entend aussi beaucoup l'inverse. Enfin, moi j'ai entendu les deux. C'est vrai que... Est-ce que c'est pas aussi lié au niveau d'entraînement du joueur, ça, de la capacité à pouvoir lui faire un bilan, enfin commencer un bilan à chaud? Parce que s'il n'a pas faire ça avec n'importe quel joueur ou pas? S'il n'arrive pas à bien gérer ses émotions, tu vois, le joueur, c'est compliqué aussi, tu vois. Parce que à chaud, il peut dire, ouais, c'était nul. Moi, je me rappelle des joueurs des joueurs et des joueuses, putain, et le match était perdu, donc du coup, c'était catastrophique, tu vois. Mais des joueurs qui avaient gagné, oh, j'ai super bien joué. Ouais, tu parles, tu as joué comme un caillou, mais finalement, tu as gagné. Mais tu vois, et au final, parce qu'ils étaient justement, comme tu disais tout à l'heure, ils s'étaient pas entraînés à savoir bien connaître ce qu'ils avaient fait. Ouais, et du coup, ils étaient soit très contents, soit pas du tout contents. Et voilà. Bon, après, je reviens sur un principe, l'adaptabilité. Si le joueur n'est pas prêt dans un premier temps à envisager de faire ça de cette façon-là, voilà, on va respecter ça, bien évidemment. En même temps, comme tu dis, Anthony, du moment où il est dans la sophro, il est entraîné et ça fait partie quand même de sa vie quotidienne aussi quelque part, parce que quelqu'un qui est entraîné sophroniquement parlant, il ne va pas appliquer ça seulement au tennis, hein, il va faire ça dans sa vie de tous les jours. Donc, ça devient pratiquement un automatisme. Donc, ça peut arriver que la personne n'est pas chaud de le faire. En même temps, ça vaut le coup de l'essayer quand même, parce qu'il est très proche de ces sensations. À ce moment-là, tu vois, tout est encore à chaud là. Ouais, et là justement, au moins, ça te permet dans les premiers temps avec le joueur ou la joueuse de le découvrir. Tu vois, de savoir comment il va réagir dans telle ou telle situation, d'être à son écoute, de voir, de commencer à essayer d'amorcer un dialogue qui peut-être n'y a pas encore, tu vois. Ça peut être intéressant. Ouais, il faut amener ça avec douceur et tu as une personne devant toi. Hein. Tu n'as pas un cas devant toi, donc tu t'adaptes par rapport à ça. Voilà, donc ça, c'est un peu le résumé avant, pendant et après le match. Ok. Et
Yannick, tu as une question parce que je voulais reprendre celle du chat. Je l'ai perdu si j'en avais une. J'avais une question pour Florent de Lille tout à l'heure, parce que tout à l'heure il a dit un mot qui était intéressant, qui était le mot de cognition, et je voulais l'interroger par rapport à ça. Mais tout à l'heure, je crois qu'il est parti là. Non, il Il va est... peut-être revenir. Et non, on peut continuer avec les questions du chat. Mais Flo est là. Vas-y, Florent, si tu veux parler. Bah, moi, je vous entends. Je suis en train de manger. Je vous ai D'accord. posé ça, donc c'est pour ça que je suis là. Ok, pas de souci. Bah, enchaîne et puis après on fera une sorte peut-être tout à l'heure d'ouverture sur d'autres techniques que moi-même pour y avoir été formé je maîtrise un petit peu et on fera peut-être une ouverture sur d'autres champs. Bah, bien sûr, Mais il n'y a pas qu'une seule parole. Hein. Mais par contre, c'est comme des histoires d'outils, il n'y a pas qu'une seule méthode, qu'une seule pratique, mais par contre, il faut trouver celle qui correspond le plus à la personne qui l'applique et aux personnes qui les donnent, évidemment. Moi c'est comme partout. Et si tu as un prof qui fait que parler, il y a des personnes qui adorent, et à l'inverse, un prof qui ne parle pas, qui fait que mettre dans l'action, ça plaît. Bon, peu importe. Donc, Olivier, qui nous a demandé tout à l'heure, là, on est pareil dans un exemple concret. J'ai un joueur de tennis qui, depuis 3 ans, ne gagne pas un match officiel. Classé 15-1, maintenant 15-5. Je ne sais pas faire. 15-5 ne sait pas faire un coup droit. Parce que tétanisé, c'est ça, Olivier? Ouais. Je te remets le micro. Ouais. Alors, le stress de faire un coup droit. Ouais. Dès l'échauffement d'un match, il envoie les balles presque limite au-dessus du grillage. À 15 ans, il s'en doit voler. Mais il ne sait plus faire. Il était 15-1, il jouait bien 15-1, et du jour au lendemain, presque, il ne sait plus faire un coup droit. Et les joueurs, maintenant, ne jouent que sur son coup droit. Ouais. Et là, il pète des plombs, il n'arrive plus. Alors, donc, moi, j'essaie au niveau tennis, j'essaie de le corriger, machin, je trouve que c'est bien ce qu'il fait. Dès qu'il fait un match, c'est une catastrophe. Ouais. Mais là, très diminué. Je suis très, très diminué. Mais là, par exemple, parce que ce gamin-là, il a su le faire dans le passé, tu dis. Hein, ouais. Alors là, ça serait intéressant que Sofro, par exemple, fasse avec lui la visualisation. On va rentrer dans son passé. Donc, on va lui demander, par exemple, alors rappelle-toi, à quel moment tu étais confortable encore, Lexa? Ça monte à loin, ouais. Ouais. Mais peu importe, hein. Ouais. Peu importe, parce que tous ces souvenirs sont encore en lui quelque part. Donc, une fois qu'on travaille bien la sophro, ça peut devenir aussi revenir à la surface, ça aussi. Donc, imagine qu'il est capable de se dire, tiens, oui, c'est vrai que ce moment-là, je savais encore le faire sans stress, sans peur. Alors, par les techniques, on va le ramener dans son passé. Et donc, on va lui demander de visualiser ce moment-là le plus clair possible. Donc, il va utiliser ses 5 sens à ce moment-là. Donc, il va être dans les lieux. Tu vois, il va se dire, qu'est-ce que tu vois comme objet? C'était quoi? Quelle saison? Quel âge avais-tu à peu près? Qui était là? Est-ce que tu entends des sons? Est-ce que tu sens peut-être des odeurs? On va éveiller ses 5 sens. Et il va revivre à ce moment-là ces souvenirs qui étaient positifs. Là, je reviens sur le positif. Alors, les sentiments positifs, il va les ressentir. Et petit à petit, on va lui demander de ramener tout ce positif. Tu peux, par exemple, le faire au niveau de thorax. Là, où les peurs sont bien ancrées là, pour lui. Là. Tu vois, mouvement des bras, etc. Alors, on va lui demander de le ramener tous ces sentiments positifs qu'il a eu dans le présent. Et après, il peut les projeter dans le futur. Donc, il peut se voir dans un prochain match, par exemple, où là, il se voit jouer et il joue le coup correctement. On ne va pas dire que c'est le coup du siècle, mais il le fait correctement. Ou il le fait petit à petit. Tu peux lui amener à le faire petit à petit pour que la confiance, parce que c'est une question de confiance finalement, qui l'empêche d'effectuer le geste correctement. Et plus qu'on a peur, plus qu'on est paralysé, ça c'est certain. Oui. Il est totalement paralysé. Oui. C'est fou. Et en plus, il se met une pression d'un seul coup. Parce que en plus, ses collègues disent, bon, tu feras attention à ton coup droit. Après l'autre, l'adversaire, les premières balles jouent que sur son coup droit, ça va dans le grillage. Donc ça y est, terminé. Dès les premiers jeux, c'est déjà perdu. Tu l'as fait jouer avec l'autre main? Non.
Non, mais, c'est quand même presque filmé. J'ai déjà filmé. Je me dis, mais c'est horrible. Ouais, Limite, les balles vont au-dessus du grillage. Un travail d'estime de soi à explorer, moi, je pense. Oui. Ah oui, mais oui. Ouais, Mais tout est lié, hein, finalement. Tout est lié. Ou alors la fixation d'objectif sur que faire de la balle. Qu'est-ce que c'est un bon coup droit exactement? Est-ce que juste le pousser, ça suffirait pas pour lui? Est-ce que pour lui, un bon coup droit, c'est forcément un coup gagnant? Et il se met la pression d'un coup gagnant, alors que peut-être lui faire prendre conscience que juste la pousser au-dessus du filet, ça suffirait. Ok. Alors, je sais pas qui c'est qui s'exprimait là juste à l'instant. Je vois que quand même vous êtes tous de bons Florent. conseils. Ouais. Mais c'est vrai que souvent, on en a tous eu, je pense, dans nos clubs, des cas comme ça, où vraiment il y avait une énorme différence entre ce qu'un gamin est capable de produire à l'entraînement et puis derrière, putain, il sait plus du tout jouer ou et là je rejoins, je sais plus qui c'est qui disait ça, je crois que c'est Bertrand. Je crois que là effectivement le souci il est beaucoup plus profond, il est au niveau de l'estime de soi et où il se met une attente énorme et où derrière, enfin c'est souvent, enfin moi c'est pas c'est empirique ce que je dis, hein, c'est pas du tout, mais souvent c'est lié à ça, c'est lié au contexte aussi à l'environnement, souvent familial, etc. Et quand le joueur il comprend qu'à un moment donné il n'est pas obligé de jouer comme Federer quand il arrive sur un tournoi, ça va beaucoup mieux. Et effectivement, là, je rejoins Florent. À un moment donné, en faisant un travail de fixation d'objectifs, en restant focalisé sur des choses simples, des fois, ça suffit à. Des fois, ça aide. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on met en place tous quand on travaille avec nos enfants. Le petit, il réussit pas un exercice. On a demandé comme objectif 7 sur 10. Voilà. On met 7 balles sur 10 dans la zone. Le petit n'y arrive pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu adaptes. Tu vois, tu réduis la vitesse de balle, tu changes les balles, soit tu augmentes la cible pour qu'il réussisse. Là, le mec, c'est quoi son problème? Il n'arrive pas à mettre un coup dedans. Qu'est-ce qui fait? Tu lui poses la question, mais qu'est-ce qui fait que tu ne mets pas la balle dedans? Pourquoi? Tu vois? Et là, il va te dire quelque chose. Je pense quand même, si en plus ça fait longtemps que tu l'as, il va te parler. Tu vois? Et le pourquoi. Et moi, j'ai souvent utilisé la règle des 3 pourquoi. Et quand tu creuses, tu vois, tu avances, et pourquoi ça fait ça? Ok. Et alors, pourquoi tu penses ça? Et pourquoi tu penses ça de ça? Tu vois? Et à force, j'arrivais à trouver des solutions. Je ne sais pas d'où ça venait. Enfin, du coup, ça venait d'eux, à l'intérieur d'eux, tu vois. Et tu trouvais des solutions que eux t'avaient dit. Et rien que le fait de le dire, le mec, ça le débloquait. Tu vois? Et après, tu faisais ton travail de prof, à savoir de mettre en place. Mais enfin, je ne sais pas si on a assez conscience aussi de la puissance de la parole. Tu vois? Ouais, mais là, justement, j'allais rebondir là-dessus. Là, on est sur la parole. C'est quelque chose que moi, j'ai pas mal étudié sur de la PNL, sur l'importance du langage et justement. Est-ce que c'était la question en fait sur laquelle je voulais te rebondir? Est-ce qu'il y a des passerelles où il y a des choses qui sont similaires justement sur les techniques sophro et sur des techniques comme ça où on agit sur par exemple de la reformulation, sur faire parler, creuser avec le joueur, etc. ou pas du tout? Non, pas vraiment. Pas vraiment parce que ça rejoint un peu ce que je te disais au début. On demande à un pratiquant d'être acteur de ce qu'il fait, quoi. C'est ses propres sensations. Moi, je ne peux pas lui dire des choses comme ça. Ça doit venir de lui, au plus profond de lui, par l'entraînement. Je sais que je suis d'accord avec toi, les paroles qu'on utilise, ça a une énorme importance. Pourtant, un sophrologue ne parle pas beaucoup. Il ne parle pas beaucoup. Tu vois, on dit des choses qui sont nécessaires pour guider une séance, mais la parole, elle est plutôt au pratiquant. Oui. Parce que lui, à un moment donné, il va reconnaître quelque chose en lui. Mais moi Mais tu vois, non, mais ma question, tu vois, c'était comme je maîtrise vraiment pas du tout la sophrologie, le contenu, les outils, la boîte à outils dont tu parlais, je me demandais si la sophro aussi employait des techniques basées sur justement la verbalisation et sur le langage. Mais en fait, donc non. Puisque tu dis en fait le pratiquant s'exprime beaucoup pendant une séance de sophro, mais c'est pas une technique à part entière. Tu vas pas le faire exprimer certaines choses. D'accord. Non.
Non. Olive, on a bien creusé là. Hein. C'est bien là. Hein. C'est super là. Et prochain live, en plus, les compétitions reprennent. Prochain live, le mec, là, il est au taquet. Je vais mettre au taquet. Au taquet. Et je prends juste la parole une petite seconde. Et c'est juste une question de questionnement. Est-ce que le prof de tennis aussi ne parle pas trop? Parce que chaque joueur est différent et on est peut-être trop dans le prof de tennis sait et le joueur ne sait pas. Aujourd'hui, moi, je pense que c'est important de mettre le même niveau, le prof de tennis et le joueur au même niveau et à travers l'échange, de faire grandir le joueur. Ça me paraît essentiel. Et aujourd'hui, comme le prof de tennis on a passé un diplôme, donc on pense qu'on doit se justifier parce qu'on gagne de l'argent, on gagne notre vie par rapport à ça. Mais en fait, on s'aperçoit que plus le joueur, on le laisse vivre des choses, et bien plus on va l'aider aussi à trouver ses solutions par lui-même. J'ai envie de te dire, tous ceux qui pensent tout savoir parce qu'ils ont passé tel diplôme, ils ont fait tant d'années d'études, ben eux, je n'ai pas envie de les écouter. Parce que ce n'est pas grâce à ça qu'ils sont ce qu'ils sont. Tu vois ? Tu as raison. Et sinon, tu vois, si à chaque fois, le mec sort bac+5, bac+6 de telle chose, il va t'apprendre la vie alors qu'il a 0 expérience, ben lui, allez, au revoir. Tu vois ? Bien sûr. Par contre, le prof moi, je sais ce que je sais. Très bien. OK, l'élève, il sait quoi? Il sait ça. Moi, je suis là. OK. Ben, toi, je vais t'apprendre à faire ça. C'est pas beaucoup, mais je vais te l'apprendre parce que je sais que moi, je peux faire tout ça. Mais je n'ai pas besoin de te montrer que je sais faire tout ça parce que ça ne sert à rien. Toi, tu vas rien comprendre. Donc, tu te mets là, tu te mets à son niveau et tu montes petit à petit. Et le joueur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se voir progresser. Il va être content. Il va être dans l'euphorie d'apprendre grâce à toi plutôt que si tu arrives, hey, bonjour. Alors, pour faire un coup droit, il faut faire ça. Pour faire un revers, il faut faire ça. C'est pas possible. Non, mais bien sûr. Mais en plus, chaque joueur est différent. Les émotions, c'est différent, sont différentes chez rien. Personne ne se connaît mieux que le joueur, en fait. Oui, comme il le disait Clément. Ouais. Moi, j'ai une petite remarque par rapport à ça, au fait de communiquer, je suis d'accord. Mais par contre, je pense qu'en France, on a un gros problème. Alors, peut-être que je vais généraliser, mais en fait, on solutionne toutes les fautes à chaque fois par une réponse technique. Et je pense qu'il faudrait revoir peut-être à travailler sur le fait de, des fois, solutionner des fautes uniquement sur des choix tactiques, stratégiques, sur où j'ai voulu mettre la balle, plutôt que… Et je pense qu'en France, on explique trop techniquement. Et derrière, le joueur, en fait, il va cogiter uniquement que sur la technique. Et c'est des choses sur lesquelles moi, je me rends compte. Et je ne sais pas vous ce qui se passe de vos côtés, mais moi, c'est un ressenti que j'ai. C'est vrai, de toute façon, bien sûr. C'est ce qu'on voit, tu vois. On est quand même… La France, quand tu parles de la France, des enseignements en France, ben, la France, putain, les mecs, techniquement, ils sont énormes. Ah oui, ils sont énormes. Mais par contre, on est énorme, mais est-ce qu'on est bon? Peut-être pas, tu vois. Mais par contre, techniquement, on est beau. Ah, ça, on est beau. Et puis, la technique, elle évolue en match. Parce qu'on peut aller faire 1000 coups droits la veille d'un match. Le lendemain, il y a d'autres choses qui viennent. Il y a le stress, il y a l'enjeu que le joueur se met. Et la technique, elle bouge, en fait. Et ça, c'est ça le danger. Je suis très d'accord avec, pour le coup, là, avec Laurent, parce que il y a beaucoup de choses où les jeunes enseignants, surtout, sont focalisés sur le joueur n'y arrive pas. Combien de fois, moi, j'ai entendu des stagiaires sur leur UC3, là, en bilan, je disais, bon, alors, ton joueur, il a pas réussi, il a pas mis la balle. Ah bah oui, mais parce que demain, la semaine prochaine, c'est prévu, on va toucher son coup droit, parce que là, tu as vu, les hanches, elles passaient pas comme il faut, etc. Ouais, mais sauf que je lui dis, mais je suis venu la semaine dernière, les hanches, elles passaient parfaitement. Le problème, effectivement, je rejoins là-dessus, et c'est souvent en début de carrière, généralement, on focalise sur la technique, sur les aspects techniques, et on perd de vue ce qui peut se passer émotionnellement parlant pendant un match, et on perd de vue surtout les aspects de réflexion et de choix et de décision. Et en fait, dans l'acte moteur, là, on s'éloigne un peu du sujet, mais non, mais c'est quand même lié tout ça. En fait, t'as toujours perception. On part entre profs là. Ouais, non, mais c'est intéressant quand même. Mais t'as toujours. Mais ça, tu vois, c'est un peu le souci aussi des formations trop tennis, tu sais, quand t'as pas d'ouverture d'esprit sur qu'est-ce que c'est l'activité physique en général. Et en fait, on oublie très souvent que n'importe quel acte moteur, c'est toujours perception, décision, action. Et en fait, on est souvent
immédiatement focalisé sur qu'est-ce qu'on voit. Nous, on voit l'action. Mais en fait, les deux choses qui se sont passées avant, la perception et la décision, on ne la voit pas. Donc, du coup, on n'agit jamais dessus. Et pour rejoindre ce que disait Bertrand tout à l'heure, effectivement, sur l'aspect perception-décision, des fois, ça sert à rien de faire des monologues de 10 minutes pour lui expliquer que son petit doigt n'était pas bien placé sur la raquette et que c'est pour ça qu'il n'a pas réussi à bien gratter la balle, etc. Et là, on le perd, le joueur. Et en plus, on ancre des choses qui sont du négatif, tu n'y arrives pas parce que c'est pas ça, donc ça va pas, donc ça va pas. Et du coup, putain, le gamin, au bout de 3 séances, parce que pour lui faire travailler son coup droit, il allait très bien, mais à la fin, son coup droit, il sent plus rien du tout en coup droit. Donc, parce que on a évincé les deux questions préalables qui étaient: est-ce qu'il a bien perçu la situation, émotionnellement parlant? Je ne parle pas que de la perception visuelle. Est-ce qu'il maîtrisait bien la situation? Est-ce qu'il l'a bien perçu? Est-ce qu'il l'a bien décidé? Est-ce que les choix étaient bons? Pourquoi ils n'étaient pas bons? Et derrière, après seulement, on va voir est-ce que techniquement c'était juste. Et ça, souvent, les deux premières étapes, elles sont... Et peut-être qu'une grosse partie de ce qu'on appelle le mental, nous, dans le tennis, au final, c'est lié à ces deux étapes fondamentales qui sont la perception tout simplement et la prise de décision, quoi. Bon voilà, petit aparté, désolé. Non, mais je pense que c'est dans le sens de la discussion, comme tu l'as dit, hein. Tout est lié. Et de toute façon, quand on parle de ces domaines-là, c'est des domaines, comme elle a dit Ingrid tout à l'heure, c'est des domaines sur lesquels tu travailles sur le tennis, mais tu t'en sers partout. C'est des domaines, c'est des choses qui sont à l'intérieur de soi que tu vas utiliser tout le temps. Moi, des choses que j'applique dans ma vie professionnelle, je vais les retrouver dans ma vie sportive, je vais les retrouver dans ma vie relationnelle et sentimentale, partout. Est-ce que tu as encore des choses à nous partager, Ingrid? Il te restait... Je pense qu'on a fait le tour, hein. Si tu veux, on peut le schématiser un tout petit peu pour finir. Donc, on travaille sur l'axe de progression, donc conscience du schéma corporel, accomplir les gestes justes, gérer l'énergie, concentration, mémorisation, coordination et visualisation, qui est très important. Après, l'axe récupérer, donc relaxation musculaire, la détente mentale, sommeil de qualité et contrôle de la douleur. Troisième axe, c'est créer un état d'esprit. Donc, anticipation positive, la motivation et l'estime de soi, le plaisir. Et c'est parce que ça, je pense que ça, on fait aussi très souvent, hein, c'est quand même le plaisir d'être là, quoi. C'est le plaisir de jouer. Ça doit être primordial aussi dans le jeu. Et dernier axe, canaliser les émotions, donc ancrage, très important, les ressources, augmenter la confiance, contrôler les peurs et installer autant possible une sérénité. Et ça serait le mot de la fin pour moi. Voilà. Est-ce que vous vous servez d'autre chose que la respiration pour ancrer? Parce que je sais que vous êtes beaucoup sur l'expiration en sophro. Est-ce que vous faites autre chose? Parce que ça, moi, je le connais. Et je voulais savoir si vous utilisiez autre chose pour ancrer. Oui, on a des exercices spécifiques pour l'ancrage. Donc, ça travaille sur le bas du corps, donc toujours en position debout. Donc, on a un exercice qui travaille sur les hémicorps, droite et gauche. OK? Donc, on fait revivre les hémicorps à droite et à gauche. Donc là, on a l'ancrage, on cherche la stabilité, l'équilibre, côté gauche, côté droite et au milieu. On a un exercice qu'on appelle le ventilateur. Donc, tu restes toujours stable avec tes pieds sur terre. Le bassin, il reste stable et tu fais du mouvement rotation avec le haut du corps et tu balances tes bras en même temps. Donc ça favorise en même temps la stabilité du corps. Donc la concentration, elle est sur le bas du corps, la souplesse, elle est dans le haut du corps et l'énergie monte tout doucement dans la colonne vertébrale avec cet exercice. Elle est super bien. Et un autre exercice, c'est la marche au pied. En fait, si tu veux, tu fais le moonwalk sur place. Donc, tu mets un pied plat et l'autre pied, tu le mets sur les pointes des pieds. Et tu marches virtuellement sur place comme ça. Ça favorise l'équilibre droite-gauche. Et là, tu as une concentration maximale sur le bas du corps, sur l'ancrage. Ah, mais vous me parliez de l'ancrage, la stabilité du corps.
Oui. Ah, je parlais l'ancrage de quelque chose, d'un mot, moi, je parlais. L'ancrage à l'intérieur. L'ancrage cognitif, plutôt, c'est pour ça. Ah, je suis désolé. Joueur de tennis, ancrage, tu me parles de ça, moi, je parle du bas du corps. Hein. Ah non, moi, j'étais sur l'ancrage d'un switch ou quelque chose comme ça, c'est pour ça. Oui, mais bon, ça, on fait ça, justement. Bon, c'est une autre sorte de l'ancrage. Alors, redis ta question exactement, là. Les techniques que vous auriez pour l'ancrage, en fait, mais pour ancrer quelque chose, ne serait-ce qu'un switch, un mot, vous savez, par exemple, pour gérer un énervement, des choses comme ça. Je sais qu'on a les techniques d'inspiration-expiration où on relâche tout sur l'expiration et ça peut permettre d'aider à ancrer ça, on va dire. Là, on se rapproche peut-être un petit peu de la PNL, je ne sais pas si Yannick pourra nous aider, mais vous, est-ce que vous aviez d'autres outils, en fait, pour ancrer un petit peu, on va dire, une gestion des émotions, par exemple? Oui, mais ça se passe, en fait, dans cet état modifié, où tu vas chercher l'harmonie entre le corps et l'esprit. Donc, tout ce que tu répètes dans cet état sophrologique se répercute automatiquement sur tous les tissus. Là, je rentre dans une partie un peu plus technique. Hein. Mais on a la mémoire tissulaire. On a tous une mémoire tissulaire. Donc, du moment où toi, dans cet état sophrologique, tu vas te répéter tes mots positifs, les gestes, tes capacités et tout ça, pour ancrer ça en haut dans ta tête, tout ça, ça va être absorbé par des tissus. Donc, ça va fonctionner, ça va le reconnaître en haut. Il y a une connexion entre le corps et l'esprit après. Tu me suis ou Et ça, je crois par rapport, pour reprendre Florent, je crois que le terme même d'ancrage est vraiment un terme associé, pour le coup, à la PNL. Hein. Ouais, mais de moi de tête, c'est ce qu'on pouvait servir un petit peu de méthode sophronique, mais je comprends, il faut le mettre en état de sophro et ensuite on répète. D'accord, très bien. Voilà, c'est ça. Mais je pense que bon, il doit y avoir aussi des choses similaires entre. Je connais pas trop la PNL, mais entre la sophro, la PNL, forcément, il y a des choses qu'on doit reconnaître là-dedans. Oui, je pense. Il y a des courants qui sont dans les deux créations. On avait une question tout à l'heure qui m'a interpellé, mais sur laquelle on n'a pas répondu et qui, effectivement, à mon sens, était fort intéressante. C'était sur le fait d'écrire pendant les séances, de coucher sur papier, en fait, et de l'importance de coucher sur papier. Voilà, je crois que c'est Émilie qui nous disait ça. Vous parliez d'une sorte de restitution écrite en fin de séance. Pouvez-vous expliquer, s'il vous plaît, un peu de quoi il s'agit plus exactement? Qu'est-ce que tu préconises derrière de restituer par écrit et pourquoi c'est intéressant et qu'est-ce que du coup ça peut permettre, pour répondre à la question de Florent, peut-être d'ancrer? C'est surtout une question de sortir en fait ce qu'on a vécu de nous. Je veux dire qu'il y a des gens qui aiment écrire, qui sont dans des situations un peu compliquées, et l'écriture les aide parce que tu le mets à l'extérieur de ton corps. Donc, pendant une séance, un sophro-pratiquant peut quand même vivre des moments parfois de joie, parfois aussi douloureux. Il y a un tas de choses qui se passent, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sensations. Donc, on appelle ça en sophro des phénomènes. Il y a des phénomènes qui commencent à se présenter dans le corps. Et donc, c'est important par la suite de tirer ça de soi et de le mettre sur papier. Alors, qu'est-ce qu'on va noter? Ça, c'est différent par personne. Donc, on peut dire, par exemple, tiens, on s'est concentré sur l'abdomen et là, mais j'ai senti, par exemple, une différence de température, mon ventre est devenu tout chaud. C'est un phénomène qui s'est présenté dans ton corps. C'est reconnaître justement que dans une partie de ton corps, il y a eu une réaction où j'ai eu très froid, ou j'ai eu mal, ou peu importe. C'est toutes les sensations que tu peux ressentir pendant une séance. Après, on va les mettre sur papier. C'est très différent ce qu'il en ressort. Et après, oui, on le partage. Mais ça, c'est toujours par rapport à qu'est-ce que le sophro-pratiquant souhaite partager avec la personne qui est en face, le sophrologue. Et ça, ça reste son domaine à lui.
D'accord. Et les jeunes que tu as pu avoir, les jeunes, ils arrivent ça à mettre des mots et à partir de quel âge c'est possible? Ça doit être compliqué quand même de mettre des mots sur des sensations, des émotions, Oui, des choses même, comme ça. même pour un adulte, parfois, c'est Ouais. compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude à le faire. Hein. Ça, Mm. c'est pas vraiment dans nos mœurs. Alors, quand ils sont tout petits, on le fait par les dessins, par exemple. Ça fonctionne très bien. Mais même si un gosse me dit ouais, mais j'étais hyper bien, j'étais presque endormie, mais pas tout à fait, mais parfait. Mais tout est bon, finalement. Il n'y a pas, ça c'est beau en sophrologie, je trouve, et ça devrait être presque dans la vie de tous les jours le cas, qu'il n'y a ni jugement, ni interprétation. Je n'interprète rien du tout que le sophropratiquant veut bien partager avec moi. Je le prends comme tel. Il a ressenti ça, c'est parfait. C'est à lui, ça lui appartient. Mais c'est important, après la séance, de faire un partage. Alors, tu ne veux pas parler, il n'y a pas de problème, mais écrire, c'est bien, parce que tu gardes les traces pour toi aussi. Et au fur et à mesure, tu vas avoir une évolution quand même. Tu commences à percevoir les choses différemment, avoir d'autres sensations. Et c'est pour toi-même très important d'avoir un petit journal quand même qui te suit. Mais c'est très spécifique à la sophro de faire ça. Effectivement, ouais. Ouais. Mais par contre, tu vois, moi, je sais que c'est pas dans ce but-là. Mais par contre, je sais que moi, sur des séances d'entraînement avec ma joueuse, j'avais, au moment du bilan, justement, je lui demandais à l'oral comme ça. Par contre, le soir même, quand elle est rentrée à la maison, je lui disais, OK, parle-moi, fais-moi un retour sur la séance. Donc, elle me décrivait en fait les moments de la séance. Donc, par exemple, l'échauffement, ça m'a bien plu. Ça m'a bien mis j'avais les bonnes énergies, j'étais bien échauffé, tout ça. La séance, la situation 1, l'exercice 1, c'était un peu compliqué, j'ai eu du mal à appliquer ça, tu vois. Et moi, ça me permettait ça m'aidait derrière pour après mettre en place des choses pour la séance suivante, tu vois, je tenais compte de ça. Et j'avais habitué à gratter, mais au début, c'était très compliqué. Au début, c'était bien. Ah oui, ah ben là, démerde-toi, tu vois. Mais ça, c'est une stade peut-être. Ah ouais, mais c'est la même chose sur sur la fixation d'objectifs. Je pense qu'on a tous fait ça avec nos gamins à partir de 12, 13, 14 ans, en début d'année, à leur filer une feuille sur essayer de préciser les objectifs. Et au début, quand t'es pas habitué, c'est là aussi, ça nécessite un entraînement, ça nécite et petit à petit, au début, ils te disent je vais être 31, puis c'est tout. Puis progressivement, en fait, c'est de l'éducation sportive sur réussir progressivement à être capable de préciser les choses, etc. Mais c'était vraiment une question que je me faisais parce que je me disais, déjà, c'est vrai, pour un adulte, mettre des mots sur des émotions, c'est hard. Et donc, sortir d'une séance de sophro et mettre des mots, ça doit être compliqué, ouais. Ouais. Mais ils se débrouillent pas mal, les petits. Hein. Bon, après, je me dis que les petits sont un peu plus, tu vois, sans filtre. Que les adultes, ils doivent avoir un peu de mal à parler des émotions, tu vois, surtout des trucs un peu qui peuvent vexer l'ego pour les mecs, tu vois, ou qui peuvent toucher à la confiance pour les filles. Je vais peut-être des généralités en disant ça, mais je sais qu'il y avait, moi en tout cas, ma joueuse avait du mal justement sur ces questions de confiance, tu vois. Elle avait ce problème de confiance, donc du coup, quand il fallait parler de choses qu'elle loupait souvent, elle avait du mal à l'écrire. Elle est passée à côté. Est-ce que vous avez des questions dans l'audience? Clément, je crois qu'il ne s'est pas exprimé, Clément. Clément. Ouais. Si, ah oui. Tout à l'heure, il a posé une question. Non, je crois qu'il y a Sébastien. Pendant qu'on le voit bien, quoi. Pas vraiment de questions, merci. J'écoute attentivement, mais pas de questions. Merci. En tout cas, vas-y. Non, je regarde, je check un peu le chat parce qu'il y a peut-être des choses qui sont passées à l'as, mais... Non, j'ai tout checké, rien de nouveau. Mais en tout cas, vraiment des bons moments d'échange. Hein. Vraiment, merci à tout le monde. Merci pour ceux qui verront en replay d'avoir écouté, de regarder tout ça. Mais on a passé vraiment, je pense, et j'espère pour tout le monde, un bon moment parce qu'une bonne initiation est vraiment une mise en évidence des choses qui sont, je pense, vues et entendues et connues par nous, mais qui restent dans le domaine de l'expertise des personnes qui sont formées à ça. Voilà. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. On ne va pas devenir tous psychologues. Par contre, on a une initiation qui nous dit, OK,
j'ai ces outils-là qui sont à mes dispositions, je peux m'entourer de ces personnes-là qui sont capables de mettre en place des outils que moi, après, je pourrais répéter et qui pourront aider mes joueurs et mes joueuses. Ça, c'est important. En tout cas, c'était le but du live. Ce n'était pas de vous transformer sophrologue et en tout cas de vous donner la recette miracle qui pourrait dire « Ah ben, mon joueur n'arrive pas à jouer, je regarde le live de mon espace en synthétique Internet et du coup, derrière, je pourrais le sauver. » Non, ce n'est pas si simple, heureusement, parce que si c'était si simple, on ne serait pas des bons enseignants. Par contre, être là à 22h53 et discuter de sophrologie, là, ça fait de nous de bons enseignants. Et ça, je vous le garantis. C'est clair, c'est clair. Bon, moi, en tout cas, peut-être si j'ai une chose à retenir, tu vois, et bon, j'ai beaucoup appris parce que alors j'étais complètement vierge niveau sophrologie, tu vois. C'est un mot qu'on entend beaucoup, mais ça m'a beaucoup appris ce live et déjà j'en suis très content et peut-être ce que je retiens le plus c'est dans l'intro tu nous as dit que les inspirations, les sources, etc., elles allaient puiser très très loin et en fait ça se retrouve et on voit qu'en fait c'est presque ça me rappelle des philosophies un peu bouddhistes ou des choses comme ça où quelque part c'est presque un art de vivre parce qu'il y a plein de choses que tu peux faire au quotidien et on a beaucoup parlé tennis. Mais au final, ça t'aide, ça peut t'aider dans ta vie. Ça peut même vous aider vous en tant qu'enseignant de tennis pour gérer des situations, je sais pas, conflictuelles ou même En fait, c'est des techniques, tout ça, qui se prêtent bien à être bien dans sa peau en fait, d'une manière générale, quoi. Presque sur des voilà. Donc je retiens ça, ce que j'ai beaucoup aimé. Et puis bon, merci 1000 fois. Ingrid, d'avoir partagé tout ça, de nous avoir donné de ton temps et de ton savoir par rapport à tout ça. Et puis merci évidemment à tous les participants parce que, comme l'a parfaitement dit Anthony, être présent à 11h un jour férié, vraiment, c'est que vous êtes au top niveau et ne serait-ce que pour ça, bah, merci beaucoup à tous. Et je pense que on va pouvoir se quitter. Nous, on restera jusqu'au dernier moment. Donc, s'il y en a certains qui ont encore une petite question qui leur vient, on y répondra avec plaisir. Et puis, on aura plaisir aussi à vous retrouver, évidemment, sur Meet et sur Tenets. Oui. Voilà. À tout le monde. Merci pour votre présence. Et de toute façon, vous allez avoir ce replay disponible mercredi prochain, comme à mon habitude. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.